Ouais, c'est ça, voilà. Bien, bonsoir. Je vous remercie d'être venus nombreux pour écouter cette conférence un peu particulière. Je ne vais pas exactement parler de la paléontologie actuelle, mais de la paléontologie du XIXe siècle au travers de Camille Flammarion. On va découvrir ce soir que Camille aurait pu être un excellent paléontologue et un excellent vulgarisateur de la paléontologie, ce qu'il fut déjà. Alors ici, c'est une petite photo d'introduction que j'aime bien. C'est Camille Flammarion, rue Cassini à Paris, devant une partie de sa grande bibliothèque. Et à droite, on a un petit objet, alors je ne sais pas si vous savez, et là ici, Flammorionis. C'est un coussin qui a été confectionné par Sylvie, sa femme, Sylvie Flammarion, et qui contenait ses cheveux et de la barbe. Voilà. Donc, elle avait fait un coussin parce qu'elle se moquait beaucoup de Flamme, mais gentiment, en disant, voilà, il était très hirsute et elle voulait garder un souvenir au travers de ce coussin, qui existe toujours d'ailleurs. Hein. Il est aux archives et au fond Flammarion à Juvisy. Alors voilà le fameux livre dont je voulais présenter ce soir l'importance, vous dire l'importance. Donc c'est un livre qui est publié en 1886 et qui se veut une révision du travail de Zimmermann, qui est un érudit, un romancier, un scientifique, enfin c'est pas vraiment un scientifique, c'est aussi un vulgarisateur allemand en fait, qui a écrit, on va voir ça tout à l'heure, toute une encyclopédie. Et Camille Flammarion décide de refondre entièrement le travail, et ça va donner ce livre. Ce livre, il faut savoir que c'est le numéro 2 des ventes de Camille. En premier, nous avons l'Astronomie populaire, tiré à 100 000 exemplaires en 1891. En second, nous avons Le Monde avant la création de l'homme, tiré à 50 000 exemplaires. Et en 3, on a Les étoiles et curiosités du ciel, tiré à 30 000. Donc c'est pour vous dire que ce livre, mine de rien, a eu son importance au XIXe siècle en France, dans la deuxième partie du XIXe. Alors, les éditions Flammarion, qui étaient tenues par Ernest, son frère, comme vous le savez, l'ont tiré en plusieurs versions. Là, c'est la percaline rouge, bleue, noire et or. Tout à l'heure, donc, elle était bleue, et également en format plus économique afin de toucher le maximum de personnes, parce que les frères Flammarion souhaitaient vraiment que la connaissance, que la science positive irrigue au maximum la société, dans toutes les couches sociales. Bon, ça, je vous apprends rien, je pense. Alors là, c'est très amusant. On a deux versions du frontispice. Là, ici, on a un iguanodon tel qu'il était imaginé à cette époque-là, avec une grosse erreur, puisqu'ici on lui met une corne, en fait c'était sa griffe qu'il avait ici, il avait deux griffes sur les avant-bras. Et à droite, c'est un stégosaure qui a été mal reconstitué, puisqu'en fait les plaques là elles sont sur la queue, les piquants sont sur le dos. Alors c'est pas un Pocalanthus, hein, c'est bien un stégosaure, mais il a été mal reconstitué à l'époque. Alors là, ça faisait partie aussi d'une image publicitaire qui disait, voilà, il pouvait être au 5e ou au 6e étage d'un immeuble. En réalité, l'iguanodon est un peu plus petit, hein, et là ils ont un peu exagéré la taille, ainsi que pour le stégosaure. Hein. Voilà. Alors il faut savoir que le livre de Flammarion et de Zimmermann va être copié encore par Fernand Priem, voilà, qui va donc publier ce livre en 1893, qui est un livre en fait de Brême. Et vous voyez ici, on a un magnifique stégosaure, voilà, qui erre à la fin du Crétacé. Et ce livre-là a vu le jour grâce au livre de Flammarion. S'il n'y avait pas eu le livre de Flammarion, ce livre ne serait certainement jamais sorti. Et le titre se veut un peu plus scientifique, dans la Terre avant l'apparition de l'homme, voilà, et non pas avant la création. Voilà. Bon, c'est une petite remarque. Alors là, voilà quelque chose qui peut être méconnu aujourd'hui, c'est que Camille Flammarion connaissait Louis Pasteur. Et Louis Pasteur est un passionné de paléontologie, hein, mis à part les activités qu'on lui connaît. C'est un grand érudit, il se tient au courant de toutes les découvertes qu'il y a aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, et il va en quelque sorte recommander Camille Flammarion au muséum. Et malheureusement, heureusement pour l'astronomie, Camille décide de ne pas aller suivre la recommandation de Louis Pasteur et décide d'aller à l'Observatoire de Paris. Voilà. D'ailleurs, il le dit lui-même, vous voyez, je vous cite à chaque fois des exemples.
C'est dans son livre, donc, page 788, avant d'entrer à l'Observatoire de Paris comme élève astronome, il y a longtemps de cela, en 1858, l'auteur de cet ouvrage avait été sur le point d'entrer, d'après les encouragements de M. Pasteur au Muséum d'histoire naturelle, et déjà avec un gros manuscrit sous le bras au titre ronflant Cosmogonie universelle ou Histoire de la création. Alors la Cosmogonie universelle a été écrite à deux mains. Il faut savoir que sa sœur Berthe Flammarion l'a aidé. C'est un ouvrage qui lui a coûté la santé. Comme vous le savez, il est tombé très malade et c'est un médecin qui va remarquer les capacités de Camille. Camille, alors je me demande moi souvent si Camille n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui un haut potentiel, donc un surdoué, parce que c'est quelqu'un qui est très brillant, qui est jeune et qui connaît déjà énormément de choses, qui a un esprit de synthèse remarquable, et il se peut que ce soit un surdoué. C'est la question que je me pose, et j'en ai déjà parlé d'ailleurs avec des collègues de la SAF, mais ça on ne le saura jamais, mais il y a quand même des indices. Alors, comme vous le savez, certainement, à Montigny-le-Roi, donc son lieu de naissance, il collectionne déjà des fossiles qu'il va trouver autour de sa ville de naissance, notamment sur le château de Langres. Et là, c'est extrait de son livre, donc Langres l'Ammonique, Bélénique, etc. Et il a une très très belle collection. Et la présidente des Amis m'a appris tout récemment qu'il y a une très belle collection de Camille Flammarion également au fond de Juvisy que je ne connaissais pas, je n'ai pas vu. Voilà, où ça a été remarquablement étiqueté et rangé par Camille. Alors l'objectif de Camille, c'est faire mieux que Zimmermann. Alors là, on a un joli, un arrangement. Voilà, ça c'est un livre version économique qui est destiné donc à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter les versions percaline de luxe, avec toujours le stégosaure qui se balade, avec un long cou. Alors on lui a fait un cou démesuré à l'époque, mais ça c'est normal, on est dans les balbutiements de la paléontologie. Et il va nous dire Camille, pas une seule page de l'œuvre, alors remarquable du naturaliste allemand, n'a pu rester dans cet ouvrage qui est absolument nouveau dans toutes ses parties. Pas une seule page. Le titre seul est resté, encore à certains égards. Si l'on y tenait beaucoup, pourrait-on lui substituer celui du monde avant l'apparition de l'homme. Là, Camille peut être fier de lui, effectivement, son livre n'a plus rien à voir avec l'original, qu'il était censé adapter à la langue française. Et voilà donc ce fameux livre de Zimmermann, 1857, et j'attire votre attention, là à gauche, le frontispice, dont vous allez voir l'évolution. Il va connaître au cours du XIXe siècle différentes adaptations, toujours sur le même mode. On va voir ça tout à l'heure, plus en détail. Alors, il faut savoir que Zimmermann, c'est pas son nom, il s'appelait Volmer, et on ne sait pas pourquoi il utilise un pseudonyme. Alors, est-ce qu'il veut faire, il veut faire croire qu'il y a plusieurs auteurs. Lui aussi, c'est certainement un esprit qu'on appelle un esprit polymathe, qui est capable de faire beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'il a pris plusieurs pseudonymes pour masquer ce don? Enfin, on ne sait pas très bien. En tout cas, il va écrire de très nombreux livres qui vont être connus à l'époque, dont celui-ci, Le Globe et ses merveilles naturelles, qui est une encyclopédie qui regroupe toutes les connaissances qu'on avait en astronomie, en paléontologie, en ethnologie, en géographie, etc., en archéologie également. Et ça va connaître un grand retentissement puisque cette œuvre va être traduite en environ une dizaine de langues. Donc on est avant Flammarion, on est en 1857. Voilà ici l'homme, merveille de la nature humaine, origine de l'homme, avec, vous reconnaissez les colosses de même nom en Égypte, qui sont les restes d'un grand temple. Et ce livre est quand même en avance. C'est écrit par un Allemand, et dans son livre, il prend la défense des hommes noirs en disant qu'il ne comprend pas pourquoi, dans la jeune République américaine, les Noirs sont réduits à l'état d'esclaves, alors que ce sont des hommes tout à fait remarquables. Et donc ça, c'est vraiment aussi nouveau, qui dit cela dans son livre. C'est complètement à contre-courant avec son époque. Et là, on a deux livres là, en édition originale. À gauche, c'est un livre de physique, c'est Guide de physique, et à droite, c'est sur le magnétisme et le mesmérisme, le fameux magnétisme animal, dont à l'époque, on faisait beaucoup d'expériences. Vous savez, Franz Mesmer, qui a donc inventé cette technique qui n'est pas très scientifique, mais qui avait grande vogue à l'époque. Il a eu beaucoup d'expériences. Et donc Zimmermann, alias Volmer, a écrit beaucoup de livres sur de très différents sujets. Voilà.
Donc Flammarion est plongé dans l'effervescence des découvertes de la paléontologie de l'époque, puisque les grandes découvertes arrivent au début du 19e, 1820. Et comme l'a dit, moi j'ai un paléontologue auquel je vais me référer ce soir que j'aime beaucoup, c'est Robert Bakker, qui a écrit le ptérodactyle rose, entre autres bouquins. Vous savez, c'est un hétérodoxe en paléontologie, mais ses idées commencent à... Alors, elles ne font pas le consensus à 100%, mais certaines des idées, notamment des dinosaures à sang chaud, pour certains d'entre eux, commencent à faire son chemin. Voilà. Et Flammarion se trouve donc à cette époque d'une grande richesse de découvertes paléontologiques, et honneur aux femmes, puisqu'en fait, les grandes paléontologues de l'époque, ce sont des femmes. Et là, nous avons Mary Henning, avec son chien Troy, et à droite, on a ici une lettre de sa main, avec de sa main donc le dessin d'un plésiosaure tel qu'elle a retrouvé, voilà, en Angleterre. Et ça, c'est remarquable. Et cette femme-là est aussi très courageuse et va avoir le soutien du paléontologue Henri de la Bêche. On va voir ça tout à l'heure avec la fameuse gravure dont on a parlé. Alors, ici, pour poser le décor, là, j'ai pris un petit peu, alors c'est un peu arbitraire de ma part, hein, j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres, mais je ne voulais pas surcharger. On a à gauche Richard Owen, l'un des pères aussi de la paléontologie. C'est lui qui invente le mot dinosaure en 1842. On a Gideon et Mary-Ann Mantel, qui sont les découvreurs du Liguanodon, et d'ailleurs c'est sa femme, c'est Mary-Ann qui va découvrir l'Iguanodon, mais c'est son mari qui va en faire la description. Mais c'est elle qui découvre le premier. Lui de l'eau est très important également, Flammarion s'y réfère beaucoup dans son livre. C'est un paléontologue belge qui est très brillant et qui est aussi en avance sur son temps, puisqu'il va dire lui aussi que les dinosaures ont sa cloche, ce ne sont pas des reptiles, puisque l'implantation de leurs pattes est très différente des reptiles, comme on va le voir tout à l'heure. Et à droite, Oswald Heer, qui est un Suisse alémanique, et qui va faire produire de magnifiques peintures, mais à l'allemande. Et on verra tout à l'heure l'affaire du Diplodocus teuton. Vous allez d'ailleurs sourire, je pense. Voilà. Alors, on va voir donc Dorian Antiquor. Voilà, alors ça c'est la fameuse aquarelle, la première aquarelle faite en 1830, qui est faite selon un mode victorien, c'est-à-dire dite en aquarium. Comme vous pouvez voir ici, on a l'eau, donc on voit comme à travers un aquarium, et en haut, on a le sec. Et on a ici toutes les découvertes de la paléontologie que j'ai montré en premier, donc les ichthyosaures, les plésiosaures, les ammonites, les bélénites, le crocodile, les premiers crocodiliens, etc., les dimorphodons, voilà, qu'on a trouvé également. Et vous voyez, ils sont présentés en lutte. C'est ce que Robert Bakker appelle l'écologie triste, et dans laquelle Darwin, alors Darwin à l'époque n'a pas encore écrit son livre de l'origine des espèces, mais Darwin va dire plus tard effectivement que à cette époque, pour lui, c'est la lutte pour la vie, c'est le prédateur et la proie, et il n'en sort pas. Voilà. Et Flammarion n'est pas d'accord avec cette vue également, et c'est là qu'il est très en avance sur son époque. On va voir ça au fil de l'exposé. Bon, là, je vous ai mis le nom des différentes créatures, ainsi que les avancaria là derrière, la végétation donc, de l'époque. Voilà. Donc c'est quand même révolutionnaire, hein. On a pour la première fois des animaux qui sortent de l'oubli, enfin, de la préhistoire. Et on a ici une anomalie, vous voyez à droite, l'ammonite. Alors, on pense à l'époque, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça c'est la même litho vue par Georges Scharf, qui est un Allemand, en 1830. Et regardez bien l'ammonite. C'est très intéressant. À l'époque, on pense que les ammonites flottent comme des bateaux donc au-dessus de la mer, et ont deux tentacules avec ici qui leur servent de voile pour circuler sur l'eau. C'est assez amusant. Et ça va être mal compris, parce qu'en fait, Henri de la Bêche, là, derrière, vous voyez, il a mal dessiné là, les fameuses tentacules qui servent un peu de voile, voilà. Et l'allemand l'a fait très bien, mais après, voilà, là, on est à l'époque de Zimmermann, et regardez bien en quoi se transforme notre ammonite, un papillon, ce qui est complètement anachronique, puisque les lépidoptères n'existaient pas à l'époque, au Jurassique en tout cas. Et voilà, donc c'était mal compris. Alors, cette gravure, qui est dans le livre de Zimmermann, va connaître une grande fortune. Alors, on a très précisément un iguanodon qui est mal représenté avec sa corne et quadrupède. On a un dimorphodon qui est représenté comme une chauve-souris en quelque sorte. On a un plésiosaure, et là, devinez, c'est un ichthyosaure.
Mais à l'époque, on n'a pas découvert la nageoire caudale et la nageoire dorsale, et on pense que c'est un animal semi-aquatique qui est capable d'aller ici sur le rivage et se battre avec les plésiosaures. Alors cette vue est complètement erronée, hein, bien entendu. Voilà. Alors là, j'ai mis le gros plan, voilà, les deux tentacules de l'ammonite. Vous voyez, ça m'a beaucoup amusé de voir cette mauvaise interprétation des artistes. Voilà. Et bien entendu, cette vision de l'ammonite hein, qui flotte... pardon ? C'est particulier. Particulier, complètement obsolète de nos jours, évidemment. C'est complètement obsolète. Alors c'est l'époque des grands voiliers, n'est-ce pas? Est-ce que ils voyaient ça comme un voilier? Pourquoi pas? Alors ici, c'est dans le livre de Flammarion que j'ai extrait cette figure de 186. Il reprend cette figure, mais en noir et blanc. Alors bon, là, j'ai écrit ce que je viens de vous expliquer. Là, il n'y a aucun changement. Mais, regardez la suite. Ah oui, là, c'est l'ichthyosaure. Je vais vous montrer en 1845, vous voyez. On n'a pas découvert les nageoires dorsales et caudales, et on pense que l'animal est comme ça. Et à l'époque, on s'aperçoit que les nageoires, ce sont en fait des mains hein, qui se sont adaptées à la nage. Il y a une convergence biologique. En fait, l'ichthyosaure, c'est un peu le cousin, mais non pas biologique, mais du côté hydrodynamique du dauphin. Hein. C'est très proche, ou de requin. Voilà, c'est très proche, il y a convergence biologique. Et là, on arrive avec Flammarion. Alors là, Flammarion nous gratifie d'une gravure remise... modernisé, voilà, on va dire modernisé. On trouve toujours les volcans, toujours le combat, mais là les créatures sont plus éloignées. Et que voit-on de nouveau? On voit cette créature-là qui vient d'être découverte à l'époque, c'est le stégosaure, qui est représenté ici comme un animal prêt à attaquer l'ichthyosaure. Donc là, ils se battent tous. Il y a toujours notre dimorphodon là, qui est en l'air, et à l'arrière-plan, les volcans. Voilà, là, le décor est planté, il ne va pas changer jusqu'à la fin du 19e. Il y a une filiation de cette gravure au cours du temps, elle va être améliorée au fur et à mesure des découvertes. Voilà. Et on a abandonné, avec Flammarion, abandonne la vue en aquarium. Là, on a une vue donc, de la mer, mais on ne va pas sous l'eau. Voilà. Donc, c'est une vue dite à la française, en fait, voilà, en paléontologie, en paléoart, exactement. Donc voilà, là, je vous ai représenté encore les différents dinosaures. Et ici, donc pourquoi Polacanthus? Parce que c'est quand même très troublant. On a découvert le Polacanthus dans les années 1800, je crois, 50. Et il est bien comme ça, il a bien des piquants sur le dos et des plaques d'or, des plaques sur la queue. Mais non, c'est bien un stégosaure, j'ai bien vérifié. Ils pensent que c'était un stégosaure et ils avaient mal compris la position des piquants, la position des plaques. Voilà. Donc voilà, c'est l'aquarelle. Alors vu ça c'est Flammarion, je suis Flammarion, l'aquarelle de notre planche 1, rend d'une façon plus saisissante encore leur état vivant. Dans cette aquarelle, le plésiosaure et l'ichthyosaure sont au milieu de la scène et ont pour compagnon des êtres non moins étranges. Alors Flammarion apporte aussi quelque chose d'important, vous remarquerez que notre ichthyosaure n'est plus sur le rivage, il est dans l'océan. Parce que Flammarion comprend que c'est un animal purement marin et qu'il n'est pas semi-aquatique et semi-terrestre, comme on le croyait avant. Et c'est Flammarion qui a demandé ça, qui a demandé au graveur. Donc vous voyez, il est très, très perspicace. Et là, c'est l'édition italienne du même livre. Alors les Italiens ont donc publié le livre tout en couleur, à la différence du livre français où il n'y a que le frontispice qui est en couleur. Alors là, ils ont un peu forcé les Italiens, hein, vous voyez, ils ont un peu changé la tête de l'iguanodon. Alors là, c'est carrément un dragon, on peut dire. Notre ichthyosaure a des allures de crocodile, bon, le plésiosaure, vous voyez, avec une langue qui sort comme un serpent, voilà. Là, ils ont accentué le côté dramatique, je dirais, de la scène. La mer est déchaînée, voilà. Donc, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, surtout. Oui, juste par rapport à l'iguanodon, puisque c'est 1926. Pardon, j'entends pas pourquoi. Pour l'iguanodon, parce que là c'est 1926, l'édition italienne. Oui. Eh bien, à cette époque-là, on a su que Tout la à fait. langue était sur au niveau du pouce qui portait la griffe. Oui, ça on le savait, même déjà à l'époque du livre de Flammarion, c'est que les Italiens n'ont fait que reprendre le livre tel qu'il était. Ils n'ont pas apporté l'amélioration frontispice. Par contre, vous allez voir que Flammarion, dans son livre, il le reconstitue correctement. Alors voilà, c'est un livre qui pose des questions de fond sur les mots de la préhistoire. Alors je ne sais pas si dans le public vous avez chez vous cet ouvrage,
Mais si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'acheter. On peut le trouver pas très cher sur eBay, dans différentes versions. Et franchement, si vous aimez la paléontologie et le monde des dinosaures, vous allez être enchanté. C'est un livre qui n'a pas pris une ride. Comme je le dis ici, 104 ans plus tard, Flammarion est en résonance avec les théories de Robert Bakker. Ça, c'est étonnant. Il se pose les questions suivantes. Les dinosaures sont-ils des animaux à sang chaud? Et sont-ils vraiment des reptiles? Est-ce qu'on ne se trompe pas en disant que ce sont des reptiles? Alors voilà Robert Bakker. Donc là, c'est quand il était jeune, dans les années 70, avec un beau tricératops. Il a essentiellement fouillé la région qu'on appelle Lance Creek, dans le Wyoming, qui est une grande région fossilifère énorme, mais pas qu'elle. Et lui va dire que pour lui, les dinosaures sont des animaux évolués, qu'on se trompe complètement en les mettant dans le rang des reptiles, que c'est autre chose. Et il va dire 3 points fondamentaux que Flammarion dit également. 1. Ils ont 3 points communs avec d'autres espèces. Ils ont des traits des mammifères, ils ont des traits des crocodiles et des traits des oiseaux. Alors vous savez que les crocodiles ne sont pas des reptiles au sens... ne sont pas des lézards. On dit que ce sont un peu les oncles des dinosaures, puisque les crocodiles sont apparus avant le règne des dinosauriens, du secondaire. Et les lacertiliens, les lézards, eux, sont à part avec leurs neveux, les serpents. Voilà. Et pour lui, c'est pas des reptiles, on se trompe beaucoup. Alors, Flammarion va dire la même chose. Là, on le voit ici à son bureau de Juvisy, avec un magnifique théodolite, sa bibliothèque. Et en bas, c'est une représentation traditionnelle des années 50 d'un livre américain qui s'appelle Fossiles, où on voit la faune donc du Crétacé, avec un peu d'ailleurs Jurassique et d'autres, mais bon. Et vous voyez cette représentation traditionnelle avec des dinosaures d'aspect purement reptilien. Alors aujourd'hui, on sait qu'ils avaient, pour beaucoup, avaient des plumes, du duvet, etc. Voilà. Donc. Cette représentation, je crois qu'elle est aussi basée sur celle de Charles Knight. Oui, 1927. qu'on va voir tout à l'heure, tout à fait. Voilà, tout à fait, qui est un très grand peintre et sculpteur de dinosaures. Je vais vous montrer ça à la fin de mon exposé. Je vais mettre d'ailleurs en opposé Charles Knight et Ir, qui est allemand, enfin qui est d'obédience allemande. Vous allez voir, c'est très différent. Alors ici, on a une vue encore donc des dinosaures. Ça, c'est la version italienne. C'est la version italienne donc du monde avant la création de l'homme. Et c'est en couleur. Alors ici, j'ai un peu masqué. Ici, il y a 2 scientifiques, il y a 2 paléontologues qui sont en train de noter toutes les espèces. Alors Flammarion nous explique que c'est le triomphe de la science qui sort de l'oubli des monstres antédiluviens qui étaient totalement inconnus, ou presque. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Alors voilà ce qu'il dit. Ces êtres ne rampaient pas, ce n'étaient ni des serpents, ni des vipères, ni des couleuvres. C'était plutôt des lézards gigantesques, les uns marchant à 4 pattes, les autres se tenant de préférence sur leurs pattes de derrière et adoptant la position verticale. Et quels lézards? Là, on va suivre le chemin de Flammarion. Comme tout le monde à l'époque, il va dire que ce sont des lézards, mais il va très vite se raviser. Alors là, ici, on a un Compsognathus qui est exagérément représenté, puisqu'en fait, on sait qu'il n'était pas plus grand qu'un poulet, mais là, on l'a fait extrêmement grand. Là, il fait à peu près 3 mètres. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait grand comme ça à l'époque, mais il y a une erreur. Voilà, ici. Il n'y a pas une erreur, on va dire, dans la forme générique, mais il y a une erreur dans la taille. Alors ici, c'est un autosaure. On a un autosaurus qui est représenté, qui est un ancêtre un peu du plésiosaure. Donc là, alors Flammarion continue sa pensée. On trouve en outre des animaux de type absolument inconnu dans notre faune et qui ont disparu sans retour pendant l'époque Crétacée. Voilà, et regardez bien, comparé aux sauropsides actuels, les dinosauriens sont apparentés d'un côté aux lacertiliens et aux crocodiles, de l'autre aux oiseaux. Le Compsognathe est jusqu'à présent le plus oiseau des dinosauriens. Il paraît, comme le morosaure, animal voisin du brontosaure, avoir été vivipare. Vous voyez, on voit que Flammarion s'interroge. Il ne fait pas qu'écrire un livre de vulgarisation, il se met lui-même à l'épreuve de ces énigmes que posent ces découvertes à l'époque. Voilà. Et là, vous voyez, les caractères que nous venons d'indiquer sont tellement surprenants que les ptérodactyliens qui ont été désignés aussi sous le nom de ptérosauriens et d'ornithochélidiens et étaient considérés tantôt comme des oiseaux, tantôt comme des reptiles, tantôt comme des animaux intermédiaires entre ces 2 dernières classes. Alors vous savez aujourd'hui
que la paléontologie moderne dit que les oiseaux sont en fait des dinosaures c'est un peu des dinosaures qui ont évolué autrement, voilà, à cause de leur ossature, à cause de leurs pattes. On dit d'ailleurs que les plus proches dinosauriens dans les mondes des volatiles, c'est la pie, le corbeau, les poulets, les coqs. Vous voyez, donc pour ceux qui aiment manger du poulet, ils en mangent quelque part des dinosaures. Voilà. Donc il faut quand même le savoir. Voilà. Alors là, j'ai mis en gras, je ne vais pas tout vous lire, c'est simplement pour souligner la pensée de Flammarion, de Camille. Vous voyez, il dit « Tous ces êtres sans combler le hiatus qui, dans la nature actuelle, sépare les plus parfaits des reptiles, les crocodiles et les tortues, les mammifères inférieurs, etc. » Et en gras, ils sont si loin des reptiles que l'on devrait former pour eux une sous-classe distincte. Alors là, il commence à avoir des doutes sur le plan des reptiles. Et on va voir pourquoi. Voilà. Nous n'hésiterions pas à en former une classe intermédiaire entre celle des mammifères et des oiseaux et celle des reptiles proprement dit. Alors ça, c'est d'une modernité absolue, parce que c'est exactement ce qui se passe actuellement. Vous vous rendez compte? Alors là, on est au 19e siècle, Camille Flammarion parle de raisonnement, parce qu'il va étudier les fossiles de reptiles modernes et les fossiles de dinosaures qu'il a à disposition, et il va se dire, mais l'implantation des pattes n'est pas la même. Comme vous le savez, les reptiles, ils ont les pattes, ils ont les fémurs de côté comme ça, hein, et les pattes en arc. Alors que les dinosaures, eux, ils ont les pattes dans l'axe de leur corps, exactement comme l'éléphant par exemple. Et là-dessus, au XVIIIe siècle, il y aurait une énorme polémique entre les paléontologues américains et les paléontologues allemands qui, pour eux, les dinosaures sont de bons reptiles, et ils disent que les paléontologues américains se trompent sur la disposition des membres. Mais c'est les Allemands qui sont dans l'erreur. Vous voyez, il dit Flammarion, c'était encore par des formes variées et plus singulières que celles qu'elle avait de nos jours. C'est exactement ce qu'on dit dans la paléontologie moderne, c'est-à-dire que les espèces de dinosauriens, parce que là je ne parle que des dinosauriens de l'ère secondaire, on est d'accord, de toutes formes, depuis les plus petits aux plus grands, sont très variés. Ils sont extrêmement. Il y a des familles de stégosaures, des familles de tricératops, mais d'une grande richesse, de grande diversité de formes. Voilà. Donc c'est pas. Les dinosaures ne sont pas des êtres comme on croyait, pathos, ratés, etc. Ils ont même peut-être un sens grégaire. Aujourd'hui, on représente des troupeaux d'adrosaures ensemble, entre des troupeaux de diplodocus, etc. Alors qu'à l'époque, on croyait qu'ils étaient isolés dans des marécages, ils vivaient comme ça, et on s'est complètement trompé, ça c'est certain. Et Flammarion le redit, il insiste, ni oiseaux ni reptiles présentant ces plus caractères d'être à la fois des oiseaux dépourvus de plumes et armés de dents, et des reptiles à sang chaud, vous voyez, à sang chaud, ça c'est révolutionnaire, ne pouvant ni nager, ni marcher. Alors il faut savoir quand même que Flammarion a un ami, c'est Dollo, dont on a vu tout à l'heure la photo, le Belge, et Dollo pense aussi que les dinosauriens, certains dinosauriens doivent être à sang chaud. C'est le même raisonnement. Mais à l'époque, c'est très difficile à admettre. Et voilà, et là c'est le plus important, la posture des dinosaures se distingue significativement de celle des reptiles contemporains. Alors que les crocodiles et les lézards présentent une posture avec des membres en position latérale, les dinosaures, quant à eux, ont développé une posture érigée, caractérisée par des membres verticaux situés sous le corps. Là, on est en pleine... là, il ne se trompe pas. Voilà, Flammarion est dans la vérité scientifique, et pourtant, il y a des paléontologues de l'époque qui vont un peu se moquer de Flammarion en disant mais qu'est-ce qu'il a à nous ennuyer, c'est un astronome, il est un peu partout. Alors il faut savoir que Flammarion était mal vu de certains des scientifiques de l'époque. On l'accusait d'être un peu trop dans différents domaines, et certains l'ont accusé, nous lui ont demandé mais vous êtes qui exactement, quelle est votre discipline exacte? Voilà, ça c'est pas très gentil. C'était une minorité, mais ça existait. Et lui, vous voyez, il a raison de le dire et de l'affirmer. Il était dans la justesse de vue. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la plupart des familles de dinosaures qu'on connaît actuellement sont déjà découvertes. Voilà. Donc on a en gros, alors à l'époque on les classe en sauropodes, les stégosaures à part, donc ça c'est une erreur, et entéropodes carnassiers. Voilà, les stégosaures ensuite, et puis les ornithopodes à pied d'oiseau, qui vont devenir les futurs ornithichiens et saurichiens. Voilà. Donc avec l'iguanodon, le Compsognathus, etc. Alors le brontosaure, le Diplodocus, le rosaure, voilà. Donc le classement là n'est pas parfait, mais ils connaissent déjà énormément de créatures préhistoriques de l'ère secondaire. Voilà.
Et moi, je pose une hypothèse, alors oui, ça n'engage que moi, je pense que Flammarion, c'est vraiment le père de la vulgarisation en paléontologie chez nous en France. Parce que je ne vois personne d'autre qui en parle. Alors il y a eu des livres quand même d'Amélie Guillemin, mais Amélie Guillemin n'a pas la même, la même audace que Flammarion. Amélie Guillemin fait des livres purement scientifiques. Alors Flammarion aussi, mais Flammarion a toujours ce petit plus qui le fait aller un peu de l'avant par rapport à son époque. Amélie Guillemin est vraiment plus sage, il est plus sage à ce niveau-là. Voilà. Pour moi, Flammarion, c'est le premier grand vulgarisateur. Alors, je vous invite à Flammarion Park, voilà, j'ai trouvé ça amusant, puisqu'on va être au Jurassique, bon après, ce sera le Crétacé. Alors, voilà les différents... Alors, Flammarion va insister dans son livre pour présenter la France à l'époque préhistorique, afin que le public, ses lecteurs, puissent se rendre compte de l'état du pays à l'époque, parce que c'est tellement nouveau. J'ai oublié de vous dire aussi, on verra tout à l'heure, que le mégalosaure est le premier dinosaure qui a été découvert et qui a été décrit de manière qui a fait l'objet d'une publication scientifique. Et au XVIIe siècle, on avait déjà trouvé un fossile à fémur de mégalosaure. On avait cru que c'était des géants. Et ça avait été découvert par un ecclésiastique. Et il avait dit, ben voilà, on a la preuve des géants décrits dans la Bible. Voilà. Alors, c'était complètement faux, évidemment faux. Et il n'imaginait pas qu'il pouvait avoir de tels animaux dans les temps anciens, de la préhistoire. Là, on est dans la forêt de Voltsia, au début du Trias. Voilà. Donc Flammarion il demande à ses artistes de reconstituer, selon les connaissances de l'époque, les rivages de la forêt, c'est-à-dire il y a ce fleuve qui traverse, cette rivière, pardon. Et là, on a le Voltsia heterophylla, qui est un arbre de cette époque, à conifères, puisqu'on n'a pas encore les plantations, les angiospermes, qui vont apparaître à la fin du Crétacé. Et très probablement d'interaction écologique directe avec les derniers dinosaures. Alors là, c'est très intéressant. Nous avons une vue donc du Trias, avec ici l'amphibien, le Capitosaurus, qu'on représente comme un énorme batracien, mais c'est le cas, c'est un batracien. On a le Bélodon, ici, qui est un ancêtre des crocodiliens modernes, et on a le fameux Notosaurus, l'ancêtre du plésiosaure, ici, qu'on représente donc sur les berges, voilà, avec toujours cette flore essentiellement faite de fougères arborescentes, de cicadées et tout ça. Et vous voyez, là, on n'est pas trop dans l'erreur, parce que le Notosaure, par exemple, il est toujours représenté comme ça. Par contre, le Capitosaure a changé, on le représente un peu plus trapu, avec une queue un peu moins longue. Là, on l'a fait un peu comme une sorte de gros tétard, avec des pattes. Alors ici, c'est très intéressant de voir les différences de vue. Alors ça, c'est extrait tout ça va être extrait du livre de Flammarion, puis je compare avec des reconstitutions d'aujourd'hui. Là, on a le Dicynodonte, donc voilà, regardez bien. Alors, la différence est essentiellement dans les pattes. Là, on l'a représenté encore comme un reptile, alors que là, les pattes sont dans l'axe du corps, vous voyez. Donc là, on tient compte du fait qu'ils ne sont pas faits anatomiquement comme des reptiles. Les défenses proéminentes sont un peu cachées, alors qu'ici, elles sont totalement visibles, et la tête est plus trapue, le cou est plus, rentré dans le corps, alors qu'ici, on le voit avec un cou un peu plus long. Vous voyez, voilà les différences avec une queue moins longue. Mais grosso modo, l'image n'est pas fausse. Voilà, l'image est à peu près correcte quand même, mis à part les pattes de reptile qu'on lui a données. Alors ça, j'adore. Est-ce que vous connaissez le Zanglodon? Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà entendu parler de lui? Alors le Zanglodon, c'est le fruit d'une grosse erreur, et à l'époque, ça a eu un succès terrible. C'était un peu l'équivalent en notoriété du tyrannosaure d'aujourd'hui. Alors on ne sait pas pourquoi, mais ce dinosaure a beaucoup plu, mais en fait c'est une grosse erreur. Vous voyez, les chocolats Meurice l'ont reproduit, il était apparu dans différents bouquins. Et ça veut dire dans le fossile en grec, Zanglodon, ou Sanclodon. Et en fait, c'est une erreur. On l'a interprété à partir de la couleur d'une dent, mais on n'a jamais retrouvé quoi que ce soit d'autre. Et aujourd'hui, il est classé comme un dinosaure fantôme, en attente peut-être un jour de documentation, mais c'est très peu probable. On appelle ça en paléontologie un nomen dubium, en zoologie, donc un nom qui correspond à rien. Et pourtant, il a eu son succès, celui-là. Voilà. Et Flammarion, apparemment, l'aimait bien, d'après ce que j'ai pu lire. Et voilà la fameuse mâchoire qu'on a retrouvée, associée aux Zanglodons, donc un dessin de 1899, donc par Newton.
Donc un archosauriforme indéterminé, parce qu'on n'a jamais rien trouvé d'autre. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, ça reste un grand point d'interrogation. Donc on a cette mâchoire pour l'instant. On en a des photos aujourd'hui, pour les voir sur le net. Il y a des photos de cette mâchoire qui est exposée à Londres, mais avec un point d'interrogation. Voilà, le dinosaure fantôme. Alors là, c'est assez amusant. On a ici une vue de l'époque triassique avec cette créature-là qui va être reprise dans de nombreux bouquins. On a encore ici notre crocodilien ici. Alors à droite, ça, c'est le Chirotherium. Alors lui, il est très laid, et c'est l'exemple même quand la paléontologie essaye d'extrapoler la forme d'un animal disparu. Enfin, en fait, on n'en connaît que les traces ici. On n'a jamais retrouvé quoi que ce soit de cette créature à part ces traces. Donc, les paléontologues du 19e ont essayé de reconstituer tout cet ensemble, cette créature. Alors, c'est totalement arbitraire, hein, on ne sait pas du tout comment était cet animal. En tout cas, cette créature va se retrouver dans de nombreux livres de l'époque. Vous voyez, ils aimaient bien ce côté un peu grotesque de cette créature. D'ailleurs, il y avait un terme, il disait que certains dinosaures ressemblaient à des cochons géants. Et d'ailleurs, on voit un petit peu, ils ont voulu faire peut-être la forme d'une sorte de cochon, il est un peu ramassé comme ça, avec un gros corps, et avec par contre une mâchoire terrible. Et total, cette créature reste totalement inconnue, voilà, à part les empreintes. Et voilà ici notre Chirotherium à gauche, alors là c'est carrément la grosse grenouille, vous voyez, c'est presque c'est grotesque. Et à droite, alors là c'est vu d'après la paléontologie, le paléoart moderne, mais c'est totalement imaginaire, hein, puisqu'on ne sait pas du tout comment était ce dinosaure. Et ici, ils ont même fait des petits, là, qui doivent ici. Donc c'est arbitraire. Alors la paléontologie, c'est une des rares sciences où il y a une part d'imaginaire et une part de connaissances positives. Et les deux sont obligés de se mêler pour essayer effectivement de comprendre à quoi ressemblaient ces créatures. Voilà, c'est une des rares disciplines scientifiques qui fait intervenir un peu d'imaginaire, mais dans un cadre très strict évidemment. Alors ça c'est le chapitre 2 de l'île de Flammarion, la plaque jurassique. Alors on voit notre stégosaure ici, on voit alors là c'est un ptérodactyle, on voit toujours notre compsognath là, qui est aussi grand que le stégosaure, mais bon, et là on voit un stégosaure qui broute aux arbres. Alors ça c'est intéressant, parce que malgré l'erreur de la disposition des piquants et des plaques qu'il avait sur le dos, il est vraiment en train de brouter la cime des arbres. Aujourd'hui, on sait que le stégosaure est un animal qu'on appelle qui est à la fois bipède et quadrupède, et qui est capable de se mettre en position tripode, c'est-à-dire qu'il se tenait sur sa queue et ses deux pattes de derrière pour se lever et manger les arbres, la cime des arbres qu'il pouvait atteindre. Alors, cette représentation est quand même juste quelque part. C'est ça qui est amusant. C'est pas faux. Alors ça, j'adore. Alors là, on est l'immersion du sol de la Manche à la fin de la plaque jurassique et ses principaux habitants. Regardez, on a deux iguanodons, vous voyez, on dirait qu'ils discutent ensemble comme deux gentlemen. Voilà, ils se tapent une gentille conversation. Ils sont survolés par des ptérodactyles. Et regardez nos petits ancêtres ici, là, les petits mammifères. Alors il y a une erreur à l'époque. On pense, la paléontologie de cette époque pense que ce sont des marsupiaux, que les marsupiaux sont partout et qu'ils sont les premiers mammifères. Mais en fait, c'est une erreur. Par contre, ce qui est juste, c'est que les mammifères vont vivre dans l'ombre des dinosaures jusqu'à la fin de ce cycle. Comme dit Baker, les grands dinosauriens ont bloqué l'évolution des mammifères pendant 130 millions d'années. Tant qu'il y avait des dinosaures, les mammifères étaient réduits à l'état de petites créatures, pas plus grands qu'un chat pour les plus grands, et pour les plus petits, c'est ressemblé à des musaraignes, voire à des souris. Voilà. Donc nos ancêtres mammifères, c'était pas terrible. Et les dinosauriens, eux, c'était le règne absolu. Ils occupaient toutes les niches écologiques que les mammifères occupent aujourd'hui, en fait. Alors là, c'est très... Vous savez où on est, là? Alors, Madame Hidalgo doit être contente si elle voyait ça. Nous sommes à Paris-Plage. C'est Paris vu à l'époque jurassique. Flammarion a demandé à son artiste et au graveur de représenter Paris à l'époque jurassique. Et nous voilà avec des falaises, avec de magnifiques plésiosaures qui croisent, des ptérodactyles, les ptérodactyles qui sont ici donc au sol, en vol, et au loin, c'est pas une baleine évidemment, c'est un ichthyosaure. Et on fait l'erreur à l'époque de comparer l'ichthyosaure avec les cétacés. On pense que l'ichthyosaure est venu d'un évent et qu'il est obligé donc d'aller à la surface pour respirer et d'expulser l'air exactement comme les cétacés. Mais en réalité, ils n'ont pas d'évent, on a su par la suite. Hein. Et en fait, ils venaient respirer effectivement à la surface, mais ils n'avaient pas besoin de faire comme les cétacés. Il y a une erreur de représentation, mais néanmoins, c'est très sympathique cette vue.
Alors ça, c'est la France préhistorique, d'après le paléontologue suisse Oswald Heer. Alors ça, c'est une gravure de Heer qui a été incluse dans le livre de Flammarion. Nous sommes en Franche-Comté, Bourgogne, voilà, à l'époque jurassique. Et là, on a encore notre plésiosaure qui se balade avec deux autres derrière. Ici, on a, j'ai l'impression que c'est une... je ne sais pas ce que c'est, on ne voit pas bien. Ça peut être, on ne voit pas du tout. Et là, on voit des poissons préhistoriques encore, avec les coquillages, etc. C'est encore une vue en aquarium, comme tout à l'heure. Voilà. Et donc, on représente beaucoup les dinosaures qu'on connaît bien à l'époque. Et ça plaît au public. Ça plaît beaucoup au public. On va le voir tout à l'heure. Flammarion, c'est le premier qui donne des conférences, une conférence donnée sur la paléontologie avec des diapositives que j'ai récupérées. On va les voir tout à l'heure. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on a une vue assez juste de l'état de notre pays pendant l'ère jurassique. Vous voyez, en fait, l'océan était ici, dans les zones blanches, là, voilà. Et le reste, c'est des terres émergées. Bon. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, la vue, vous voyez, bon, en fait, le Massif central, par exemple, est beaucoup plus réduit, alors que là, on voit plus grand émerger. Et c'est à peu près juste, quand même. Vous voyez, l'idée, là, on ne peut pas dire qu'ils se sont trompés de beaucoup, quand même. Et c'est ça qui est assez formidable. Il faut savoir qu'à l'époque, en France, on fait beaucoup de fouilles, hein, et les chercheurs, enfin ceux qui font ces fouilles, trouvent beaucoup de coquillages un peu partout, dans la Somme, dans le Nord, dans les Pyrénées, et donc ils comprennent qu'il y avait donc un océan à cet endroit. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant. Donc le Megalosaurus, le dinosaure vedette de l'époque de Camille. Alors là, on a les premières représentations qui sont totalement erronées, bien entendu. On représente à droite notre mégalosaure, voilà, complètement quadrupède, et notre pauvre iguanodon, avec sa corne qui est mal située, bien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est en fait un ongle de deux ongles qui portaient sur ses deux pattes avant, qui étaient des armes certainement redoutables et qui lui servaient peut-être également pour prendre la végétation dans les ramures des arbres. Et en plus, à l'époque, on croit, dans les premiers temps, que l'iguanodon est carnivore, et donc il se bat avec d'autres carnivores, mais en fait, il est strictement herbivore, pardon. Je voulais dire végétarien. Bon, ça fera sur le même. Alors, ici, on a le mégalodon, alors là, il n'est pas très beau, et encore au combat avec un iguanodon. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne connais pas ton prénom. C'est Ali. Stéphane, voilà. C'est Ali. Pardon? Ali. Merci, parce que moi je suis un peu sourd. Ali, voilà. Regardez, tu vois, il a mis correctement l'emplacement du pouce. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. Enfin, presque correctement, parce que là, on voit en bas, il y a une autre arme de défense, mais en fait, c'est juste au-dessus. Donc, il affronte le mégalodon. Voilà, le mégalodon qui va... C'est le mégalosaure, hein. Merci. Le mégalosaure qui va être la vedette de l'époque, on va le retrouver dans le film King Kong de 1926, et modélisé par Knight. Et voilà donc l'évolution, là je vous ai mis l'évolution, c'est intéressant, 1850 il est quadrupède, en 1960 on comprend qu'il est bipède, mais on le présente d'une manière un peu laide, et aujourd'hui il a cette forme aviaire, avec du duvet, ils ont peut-être un peu exagéré, s'il n'avait pas un bec comme ça, mais bon. Et en tout cas, vous voyez l'évolution de la représentation, c'est intéressant. Donc c'est un animal qui fait de 3 à 5 mètres de haut, il pèse 1,5 tonne, donc c'est un petit, hein, c'est pas un grand par rapport à ceux qui vont venir après, mais en tout cas, c'est le premier qui est vraiment documenté et découvert donc en 1822 et par un paléontologue anglais qui était un peu excentrique, qui s'appelait William Buckland. Et ici, on a une autre vue du livre de Flammarion. Alors, on a notre compsonote, ici à gauche, mais trop grand. On a le stégosaure et encore nos ptérodactyles avec des araucariés derrière en arrière-plan et d'autres végétations de l'époque. Voilà. Alors, il y a des erreurs, bon, mais c'est l'époque. Mais déjà, vous voyez, ça donne au public vraiment une image de ce qui existait dans la préhistoire. Et bien entendu, on va s'attirer les foudres de l'Église, puisque ces animaux-là sont en contradiction totale avec l'enseignement catholique, et Flammarion va avoir des ennuis d'ailleurs avec l'Église à cette époque-là, mais pas que pour cette question. Alors là, voilà l'évolution de la représentation du stégosaure le plus connu, hein, qu'on connaît dans les différents bouquins. Il y a beaucoup, dans sa famille, il y a beaucoup de spécimens différents. Donc il faisait 9 mètres, 4 mètres au niveau des plaques dorsales. On ne sait toujours pas à quoi servaient ces plaques. Hein. Alors, on n'est pas sûr que ça soit défensif.
Il y en a qui se sont demandé si c'était des plats qui régulaient sa température. D'autres qui ont dit que c'est une erreur de représenter comme ça. On pouvait les représenter à plat sur le corps également. Donc c'est des débats qui restent encore aujourd'hui. Et en 2024, beaucoup plus élancé, voilà, beaucoup plus agile. Alors cet animal on a dit qu'il était stupide. Alors, vous savez pourquoi? Parce qu'on dit qu'il avait 2 cerveaux. Mais c'est pas exactement 2 cerveaux. Il avait ici un petit cerveau qui finalement est tout petit. Il avait une matière cérébrale qui ne dépassait pas 22 grammes. Donc c'est pas énorme. Mais il avait au niveau là, ici, à la base de la queue, une moelle épinière très développée qui lui servait à contrôler la queue. Donc, c'est pas qu'il avait 2 cerveaux, il avait un cerveau et une moelle épinière qui servait donc pour se mouvoir. Mais était-il stupide? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. On va peut-être un peu vite, on ne saura peut-être jamais. Voilà. Et ça, regardez, ça ressemble au dinosaure de Flammarion. Mais ça, on l'a découvert en 79, ce spécimen, donc en Chine. Et voyez-vous, c'est assez rigolo parce qu'il a à peu près la forme que lui donnaient Flammarion, enfin les paléontologues de l'époque, à leur stégosaure, vous voyez. Alors que cet animal a été découvert récemment, au XXe siècle. La différence, c'est qu'il porte ici, il a aussi un piquant sur les côtés, sur les flancs. Voilà. Donc c'est la famille des stégosaures, une famille très riche en forme et en diversité. Alors là, voilà une forme moderne. On a l'Atlantosaurus qui est comparé à un éléphant. Et là, Flammarion, il est dans la justesse, il fait bien représenter son dinosaure avec les pattes donc en axial sous le corps, comme un éléphant, et non pas sur les côtés, comme un reptile. Ça, c'est révolutionnaire à l'époque. C'est tout à fait nouveau. Et vous voyez, alors l'Atlantosaure est le premier grand sauropode qui est découvert donc à l'époque. Pardon. Et voici, regardez la forme qu'on lui donne aujourd'hui. Alors à droite, dans les chocolats Meunier encore, avec les vignettes à collectionner dans les années 20, c'était. Et à gauche, la forme qu'on lui donne aujourd'hui. Vous voyez, une forme tout à fait dynamique, très musclée, costaud. Et la queue, vous voyez, elle est ici, elle est droite, elle n'est pas comme ça. Et en fait, on pense même qu'ils étaient capables de galop. C'est ça qui est fou, quoi. Donc, parce qu'on a étudié leur ossature, et on a étudié le galop d'un cheval. Aujourd'hui, de nos jours, et on s'aperçoit que cette créature pouvait galoper très certainement. Alors, vous vous rendez compte, une créature de 30 à 50 tonnes au galop, si vraiment c'est ça, ça doit être terrible. Le sol, ça doit être terrible. D'ailleurs, Zimmerman, dont on parlait tout à l'heure, dit dans son livre qu'heureusement que ces animaux ont disparu, parce que s'ils étaient introduits dans notre monde actuel, ça serait la fin de ce monde. Et les chercheurs qui essayent, heureusement c'est de la science-fiction, qui voudraient cloner un dinosaure pour le faire revivre, ça serait une catastrophe absolue. Parce que ces animaux-là ne sont pas du tout faits pour notre écosystème actuel. D'abord, je ne sais même pas s'ils pourraient respirer notre atmosphère, déjà d'une. Et deux, toutes nos ressources naturelles seraient mortes. Ça ne tiendrait pas de choc. Donc c'est n'importe quoi. Et on joue toujours aux apprentis sorciers. Mais je pense que ça restera de la science-fiction. J'espère. Alors ici, on a le brontosaure, donc futur apatosaure. Alors là aussi, il le représente assez correctement, vous voyez. Non, tout à fait correctement. Le fémur, il est bien droit. Il n'est pas comme ça, comme un reptile. Alors par contre, c'est cette allure un peu bateau qui est fausse, ça on le sait aujourd'hui. Mais l'ossature est bonne. Il a bien fait reconstituer son ossature. Alors voilà, ici on a... Alors voilà, tu parlais de Knight. Voilà Knight, c'est un dessin de Knight qui doit dater de 1897. Et en bas à droite, ici, c'est une vue moderne du même animal. Alors, on l'a appelé brontosaure. Alors, vous savez qu'il avait disparu du règne des dinosaures pendant un moment. On a dit que c'était une erreur, en fait, c'est qu'il c'était des ossements de Diplodocus qu'on avait mal reconstitués, etc. Puis non, pas du tout, il existe bien. On l'a appelé ensuite Apatosaurus, mais il y a une polémique chez les paléontologues, puisque en science, c'est le premier nom qui doit primer sur d'autres noms qu'on lui a donnés ultérieurement. Donc, certains militent pour qu'on l'appelle le nouveau Brontosaurus et non pas Apatosaurus, puisque c'était sa désignation première. Et là, voilà l'iguanodon à droite, reconstitué à la demande de Flammarion tout à fait correctement. C'est moderne, c'est tel qu'aujourd'hui pratiquement.
Et en haut à gauche, voilà l'horreur. Non, je dis l'horreur parce que c'est une horreur et erreur, ça rime. C'est Marianne, donc la femme de Mantel, qui découvre cette créature, et Géo Mantel qui la reconstitue. Alors pourquoi iguanodon? Parce qu'il a pensé que c'était proche des iguanodons des îles Galapagos. Et donc il va la représenter comme ça, à quatre pattes, avec sa petite corne sur la tête, et une queue comme ça très longue, et qu'il pense être proche de la posture des iguanodons actuels, ce qui est une erreur fondamentale. Et c'est grâce aux découvertes en Belgique sur le site de Bernissart, avec un gisement de, je crois, de plus d'une dizaine d'iguanodons, qu'on va comprendre comment était fait cet animal. Et là, on a la bonne reconstitution. Voilà. Sauf que c'est un animal qu'on appelle à posture facultative en biologie, c'est-à-dire qu'il est à la fois donc bipède et quadrupède. Voilà. Donc il pouvait faire les deux. Et il est avec l'ossature d'un oiseau, effectivement. Voilà. C'est très proche, ornithiché. Alors regardez l'iguanodon dans l'histoire de la gravure du XIXe siècle. Là on est en 1842. Alors là on a carrément le gros monstre, vous voyez, qui sort de l'eau. Alors ils se demandaient là s'il était aquatique. Alors on se demande qu'est-ce que ça fait là. Je pense qu'il a voulu faire un plaisir, mais regardez la tête. C'est un cygne. Alors on les appelait dinosaures à coup de cygne. Alors je pense que c'est peut-être pour ça. Là on se demande qu'est-ce que vient faire cette espèce de proto-pachyderme. Enfin c'est bizarre. Voilà, là il y a Dimorphodon, ceux qui lui ressemblent plus ou moins à Dimorphodon, et notre créature qui est en train d'attendre Dimorphodon peut-être pour l'avaler. Vous voyez, là c'est totalement fantaisiste. Là, les Anglais, ils n'ont pas été terribles, ils ont persisté longtemps dans des gravures erronées, alors que nous les Français cocorico, grâce notamment à Flammarion, on a déjà des gravures qui sont correctes. Alors là c'est mieux, on est avec Chapman en 1896. Notre iguanodon a pris du ventre, après un peu de graisse, mais c'est déjà mieux. Voilà. Sauf que là, il est représenté bien trop gros, il est un peu, on se demande pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez en anglais, un dinosaure gigantesque, l'iguanodon, Bernissartensis. Voilà. Donc, en tout cas, la position n'est pas mauvaise, c'est déjà ça. Et la position des fameuses ongles, là, qui sont comme des poignards, sont parfaitement mises. Là, c'est parfaitement mis en place. Alors là, on est en 1897. Alors regardez cette magnifique peinture de Charles Knight qu'on va voir tout à l'heure plus en détail. Je trouve ça magnifique. Alors, lui, il a fait rêver des générations de jeunes jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Knight pose les fondements du paléoart moderne. Après, tous les artistes qu'on connaît vont reprendre tous ces tableaux et les améliorer sans cesse. On a des artistes à l'Est aussi, je crois des Tchèques qui vont faire des livres magnifiques. On a Rinaldo, comment il s'appelait Rinaldo Dani, un Italien qui va faire des albums superbes, mais tous inspirés de Knight. Knight, il va donner l'étincelle du paléoart moderne, vraiment au sens moderne. Et regardez, c'est magnifique, avec ici, alors est-ce le soleil ou mais je pense que c'est une lune, il a fait la lune en fait. C'est magnifique, voilà, avec bien entendu des ossements, bon, il y a toujours un petit côté comme ça. Alors regardez l'évolution de la représentation de l'iguanodon. On est là-haut en 1830, c'est carrément presque un dragon. Oui c'est vrai, 1850 on quitte le dragon, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. 1920 ça commence à être pas mal. Et aujourd'hui, voilà. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être tous vu des films comme Planète Dinosaure, etc. Il y a beaucoup de films qui sont faits aujourd'hui en images de synthèse. Et on représente nos iguanodons comme ça, en train de marcher à quatre pattes, en troupeau, etc. Mais ça n'empêche pas qu'ils avaient la possibilité de se redresser sur leurs pattes. Mais chaque époque a en fait sa façon de voir les dinosaures. Voilà. Mais la nôtre est plus juste, évidemment, parce qu'elle se base sur les avancées de l'anatomie, évidemment. Voilà. Alors le ptérodactyle de l'époque, voilà, vu dans le livre de Flammarion. Alors là, c'est totalement arbitraire ici, là, ils ont essayé d'imaginer. Alors on le représente à l'époque comme une chauve-souris. La chauve-souris n'est pas loin ici, mais ils ont conscience que cet animal, cette créature, est quand même à des mains, à des pattes ici, et qu'il était capable d'être au sol, et peut-être même de fouiller le sol pour prendre des vers. Et ça, c'est tout à fait confirmé par la paléo actuelle. Regardez ce premier dessin du ptérodactyle, complètement fausse, par Jean Herman en 1800. Non, mais en 1800, on est en pleine époque napoléonienne, sous l'Empire. Et on croit que c'était un mammifère, vous voyez les ailes.
complètement arrondi, et la tête un peu comme un oiseau moderne, et en même temps un corps de mammifère. Voilà. Et pourquoi il dit que c'est un mammifère? Parce que comme vous le savez certainement, les os des ptérodactyles sont creux comme ceux des oiseaux. Les oiseaux sont des animaux à sang chaud. Et donc déjà se pose ce problème. Alors pour Jean Herman, c'est pas un reptile, mais c'est pas non plus un oiseau. Et donc il va penser que c'est comme une chauve-souris. Et là on avance un petit peu, là on est avec Samuel Thomas von Sommering, donc le Pterodactylus bevirostris, pardon. On se rapproche déjà de ce qu'est le ptérodactyle, mais c'est encore trop proche de la chauve-souris. Et lui, il voit une forme intermédiaire entre les mammifères et les oiseaux. Vous voyez, ça pose problème tout de suite, hein, cette histoire des dinosaures reptiliens, qui ne sont certainement pas des reptiles, effectivement. Et là, on arrive déjà dans la modernité. Ça, c'est le livre de Flammarion, qui a repris la même gravure que Zimmermann. Là, par contre, c'est la même, qu'on trouve chez Zimmermann, où notre ptérodactyle est comparé à une chauve-souris, effectivement, mais déjà, la voilure, elle est déjà plus proche de ce que ce fut. Et haut à gauche, on a un dessin de Hir, donc l'allemand, le suisse allemand dont je vous ai parlé, et lui, il fait de superbes ptéronodons, pardon, et avec leur fameuse crête, mais par contre, il leur met de jolis dessins là, sur les ailes, de manière tout à fait imaginaire, par contre. Voilà. Parce qu'à l'époque de Flammarion, le ptéranodon n'est pas encore bien connu, c'est-à-dire le Flammarion n'en a pas encore connaissance, alors qu'on va le découvrir. Là. Et regardez les tailles, c'est ça qui est assez amusant, enfin, ou terrifiant. Hein. Regardez, le plus grand ptérosaure qu'on connaisse, le Quetzalcoatlus northropy, une envergure de 10 mètres, hein, comme un avion de tourisme pratiquement. Regardez, lorsqu'il était au sol, il est aussi haut qu'une girafe. C'est quand même fabuleux, hein, la grandeur de ces créatures. Vous voyez. Alors le Quetzalcoatlus a été trouvé essentiellement en Amérique du Nord, je crois, et on lui a donné le nom de Quetzalcoatl en hommage au Quetzalcoatl d'Amérique du Sud. Et ici, un animal très intéressant, qui est représenté déjà d'une manière correcte, qui est le renfort Rhinque, ou renfort Hercus, qui possède une queue terminée par un losange, qui lui servait très probablement à se diriger dans l'air, dans l'atmosphère. Et cette représentation est déjà juste, hein. Là, elle n'est pas fausse. Regardez bien les dents, vous voyez la position des dents, qui vont vers l'avant. Alors, on va aller voir les représentations modernes. Là, on est dans les années 70, dans la Rinaldo Lamy, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On imagine, alors le débat n'est pas tranché. Était-il capable de battre des ailes ou pas? Ça, alors, pourquoi il y a un doute? Parce que l'ossature est tellement fragile, et vu la masse qu'ils ont, la masse à l'air, c'est-à-dire pour parler comme en aviation, elle est fragile. Alors, est-ce qu'ils pouvaient battre des ailes sans se rompre les os? Ou est-ce qu'ils planaient? Alors, on les imagine, c'est là que ça ne va pas. J'en ai parlé beaucoup avec ma femme là-dessus, c'est que on les imagine monter des falaises, comme ça. Alors, il faut qu'ils montent des falaises, ils s'élancent, et là, ils vont prendre ou des libellules géantes de l'époque, ou même ils vont aller pêcher. Mais il y a un problème à ça, c'est-à-dire, bon, bah, s'ils vont pêcher, là, ils vont prendre leurs poissons, d'accord, mais comment ils vont faire pour remonter sur la falaise ou quoi? Alors ça veut dire qu'ils vont être au sol, ils vont manger, et une fois qu'ils ont mangé, ben, il faut qu'ils recommencent du point où ils sont, ils rampent, hop, et retournent sur la falaise. Robert Baker, lui, par exemple, dit que pour lui, c'est pas logique. Alors, il y a-t-il une logique, là, mais c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a peut-être des éléments qui nous échappent. Et là, aujourd'hui, c'est une vision moderne. Ça, c'est une vision de John Conway, qui a été offert au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et aujourd'hui, on représente cet animal coloré avec un duvet, que vous pouvez le voir ici. Alors, il est moins sinistre comme ça. Mais la position qu'il a au sol est correcte. Dès le 19e siècle, on le présente comme ça. Voilà. Et là, encore une vision moderne. Donc, ça, c'est Mark Whitton. Aux États-Unis, je crois que c'est à New York qu'il a exposé ça. C'est une toile. Et là, on le représente maintenant comme des animaux presque modernes, vous voyez, dans les couleurs. Alors, est-ce qu'on se trompe de leur donner de telles couleurs? C'est aujourd'hui, en quelque sorte, le fil actuel de leur donner beaucoup de couleurs. Parce qu'on sait qu'ils avaient, les dinosaures avaient des plumes, avaient des duvets, donc on imagine qu'ils étaient peut-être comme nos oiseaux. Voilà. Alors, mais on n'a pas d'épreuve directe de tout ça. Alors ça, on retourne chez Flammarion, dans son livre, les ptérodactyles, vous voyez, la position là sur le sol, et ici, voilà, la position planante pour aller prendre une proie. Alors ici, par contre, il n'est pas représenté avec les ailes comme ça repliées, mais plus comme des goélands qui attendent son rivage. Mais on va voir d'autres représentations en scène. Je
crois dans son livre même, sans faire erreur. Alors, ça c'est l'Hesperornis. Alors ça c'est magnifique, c'est un oiseau, vous allez dire, c'est un dinosaure, mais regardez l'évolution. C'est l'équivalent de notre pingouin au point de vue anatomique, puisqu'en fait il ne vole pas, mais c'est un excellent plongeur pour prendre des proies. Bon, il a déjà les pieds palmés, il a des plumes, mais le bec est encore des dents. Voilà. Et l'Hesperornis est grand, regardez là, à côté d'un homme. Et ça, c'est la vue actuelle, telle que nous la représente, donc naviguant sous l'eau comme des pingouins, sauf qu'ils sont beaucoup plus grands. Voilà, donc ils faisaient un poids de 8 à 14 kg, de 1 mètre à 1 mètre 80. Alors on n'a pas retrouvé les plumes, hein, mais par analogie, on pense qu'ils avaient donc des plumes et qu'ils avaient les pieds palmés. Certains les représentent sans pieds palmés d'ailleurs, les paléontologues ne sont pas d'accord entre eux. Voilà, donc ça c'est les incertitudes de la paléontologie actuelle. Ils ont vécu au Crétacé, ils n'ont pas survécu à l'extinction de la fin du Crétacé. Hein, ils n'ont pas franchi le seuil. Alors ça c'est l'Archéoptérix, qui est un oiseau magnifique, et découvert, je crois, en Bavière, en Allemagne, en Bavière. Et ça, alors qu'on l'a découvert, c'est tout de suite le schéma manquant entre les dinosaures et les oiseaux, effectivement. Alors on peut se poser la question. Alors la vue, la constitution est correcte, à part un détail. Ceci, voilà, cette collerette, apparemment il n'y avait pas de collerette, sur ce qu'on sait aujourd'hui. Là il a l'aspect un peu d'un vautour avec cette collerette. Mais le reste est correct, c'est pas mal. Voilà. Regardez, alors ça c'est une vue dans les années 70. Alors c'était l'époque où on le représentait bleu et marron, comme ça, avec des plumes bleues, un peu comme les corbeaux, bleu foncé, et ce marron comme ça. Mais ça c'est tout à fait arbitraire. Et de nos jours, alors ça c'est carrément les oiseaux de paradis. Alors ça c'est une aquarelle de Jean-François Desjoannet, qui reconstitue des dinosaures à l'aquarelle. Regardez ces couleurs magnifiques. Il leur a même fait des crêtes. Alors je ne sais pas sur quoi il se base pour faire ça. Alors est-ce qu'on a trouvé ces éléments-là? Je ne sais pas, ça je ne sais pas. Mais c'est assez fabuleux. Et à gauche, c'est la femelle. Voilà. Donc on les représente vraiment comme des oiseaux modernes. Maintenant, c'est pas faux. Les oiseaux dans le monde, pour ceux qui s'intéressent au monde de l'ornithologie, les oiseaux ont différentes formes, des couleurs magnifiques, que ce soit dans le Pacifique, etc., en Asie, dans nos contrées. Donc pourquoi pas? Si les dinosaures avaient des plumes, pourquoi pas? Alors là, c'est le Mosasaur, qui représente une flamme de manière très exagérée. Alors à cette époque-là, on fait une erreur, c'est qu'on lui attribue une queue de murène énorme, alors qu'en fait, c'est un animal plutôt trapu. Là, il y a une erreur de représentation. Alors là, on a des ammonites, d'autres types de la famille des ammonites. Là, correctement. Pardon. Ici, les ammonites correctement représentés au fond de l'eau, voilà, ou dans l'eau, ou nageant, mais pas flottant, comme des bateaux, voilà, et différents poissons de l'époque. Voilà, et ici, on a, je ne sais pas, ils ont voulu faire, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une queue comme ça. Alors, est-ce que c'est un plésiosaure qui se balade? On ne le voit pas bien. C'est curieux. Voilà, il y a un serpent de mer. Alors voilà notre mosasaure d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'on a, à l'époque, ils n'ont pas fait une queue pisciforme, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il avait une nageoire, voilà, comme ça, comme ici. Vous voyez, il est beaucoup plus trapu en réalité. Ils ne se sont pas trompés sur la tête, mais c'est le corps est complètement fou. Voilà. Alors, ce sont des animaux marins monstrueux, hein. 3 à 5 mètres, les plus grands à 17 mètres, entre 1 et 2 tonnes. Hein. Voilà, et donc ils ont vécu au Crétacé entre 80 et 66 millions d'années. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Quand on voit toutes ces créatures de l'époque, c'est fabuleux quand même. Fabuleux. La Terre a réservé de belles surprises. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Dans le livre de Flammarion, là, il est correctement sur le sol, notre dimorphodon. Là, c'est un dimorphodon qu'il a représenté. Et ça, c'est une représentation des années 70 de l'italien Adami. Et donc, vous voyez, il n'y a pas trop d'erreur. C'est la tête qui est complètement fausse ici. Voilà. Donc, période Crétacée, quelque part. Alors là, c'est pas en France. Il y a peut-être en France, je crois qu'il y a peut-être dimorphodon chez nous. Et nous voilà de retour à Paris. Voilà, à nouveau. Paris, donc, Flammarion s'est amusé à faire représenter la région avec des plésiosaures et une flore tropicale, puisqu'on a des cicadés et surtout des pandanés avec les racinaries qui sont des arbres qu'on trouvait dans les pays tropicaux encore. Et donc nos plésiosaures qui sont les vedettes des graveurs dessinateurs de l'époque. Voilà, parce qu'il faut savoir que l'atmosphère de l'époque était beaucoup plus chaude que de nos jours et que la Terre avait un climat tropical.
mis à part au pôle où il y avait du froid. Et justement, c'est la raison pour laquelle Baker nous dit qu'il est impossible que les dinosauriens, soient pour lui à sang chaud, soient ectothermes, parce que comment ils ont pu s'adapter sans périr à du climat froid. Et il va donner un exemple qui est assez extraordinaire aussi. Quand je dis extraordinaire, c'est parce que ça m'émerveille à chaque fois, parce que je trouve ça fascinant. Vous connaissez tous les varans de Komodo. Alors, les varans de Komodo, ou dragons de Komodo, ils ne peuvent vivre que dans l'île de Komodo, c'est tout. Si vous les sortez de l'île, ils meurent. Pourquoi? Ce sont des lézards. Alors, on les présente toujours comme les ancêtres des dinosaures, ce qui est absolument faux. Ils appartiennent aux Lacertimiens, donc ce sont des lézards, mais de très grande taille. Ils ont leur ossature comme les lézards, donc leurs pattes, leurs fémurs sont sur les côtés. Et si vous sortez ce reptile de son lieu de vie, il meurt, il ne peut pas vivre, même dans l'île d'à côté, il y a des distances qui ont été faites. Et pourquoi? Parce que, il ne peut pas réguler sa température comme il faut. 2, il est complètement spécialisé à son écosystème local, l'île où il vit, donc l'île de Komodo. Et ça veut dire que les reptiles ne sont pas capables de faire de grandes migrations, de s'adapter facilement à des régions nouvelles pour eux. On ne connaît pas de migration de reptiles, alors qu'on a connu l'immigration de dinosaures. Ça, on le sait. Alors, donc, il y a un problème. C'est-à-dire que le reptile n'est pas capable de gérer sa température, et alors, le reptile est à l'aise quand le temps est maussade, en fait, en quelque sorte. Qu'il se fasse ni trop chaud, ni trop froid, un peu humide. Ça, c'est parfait. Mais s'il fait trop chaud, ou s'il fait trop froid, c'est pas bon. Donc, les dinosaures qui, eux, ont connu des migrations, ont été présents sur toute la surface de la Terre, telle qu'elle était à l'époque, ça peut pas être des animaux à sang froid. Et je pense que Baker a raison de le dire. Ça pose un problème. Alors, l'orthodoxie paléontologique admet aujourd'hui qu'il y a certaines classes de dinosauriens qui sont à sang chaud, notamment les ptérosaures, mais il rechigne encore à dire que c'est pas qui sont pas à sang froid. Et la lutte continue entre les spécialistes. Alors là, j'ai fait un gros plan de Paris, voilà, je trouve ça très sympathique. Voilà, vous voyez Madame Hidalgo, là, elle pourrait nager avec les plésiosaures. Voilà. Et là, cette vue est magnifique. Alors j'ai trouvé d'occasion l'astronomie populaire version allemande de 1905. Et la différence de l'astronomie populaire française, elle est ornée de plus de 50 aquarelles, dont la première est magnifique. Alors là, Flammarion, c'est un dieu. Vous voyez Flammarion dans un temple grec, recevant les couronnes de laurier d'Uranie, et tous les savants à ses pieds. Alors ça, j'ai trouvé ça. Alors, j'aurais dû vous la montrer, comme ce n'était pas le sujet de la conférence de ce soir, mais elle existe, vous pouvez l'envoyer à la présidente qui pourrait vous la... pour tous ceux qu'on y met. C'est assez amusant. Et regardez, c'est toujours pareil, hein. L'ichthyosaure, le plésiosaure, les dimorphodons, l'éruption volcanique. C'est toujours le même canevas depuis Zimmermann. La gravure a simplement évolué, elle s'est raffinée, et un petit détail intéressant, on a refait ici, l'ichthyosaure a mis une protection dans son œil, fait, je crois, de 17 lamelles osseuses. Et là, elles y sont. Alors, la première représentation, elles n'y étaient pas. Voilà. Par contre, toujours l'erreur, c'est qu'on n'a pas mis la nageoire caudale de notre ichthyosaure, mais ça, c'est pas grave. Et là-bas, au fond, je crois qu'on a notre... c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais plus, c'était le gros batracien, là. Excusez-moi. Alors là, on a une filiation dans la gravure paléontologique de l'iguanodon. Vous voyez, regardez. Là, c'est le mégalodon, l'iguanodon se disputant. Et vous voyez, là, les plaques qu'on représente l'iguanodon, on la représente ici encore. Et ils ont respecté la première gravure, en fait. Et ça s'est comme ça fait dans les années 1880. Et après, on a abandonné complètement ces tâches finalement. Voilà. Alors voilà les diapos de Flammarion. Voilà. Alors ça, il utilisait à l'époque, bien entendu, d'un terme magique, mais c'est très moderne. Et voilà les diapos qu'il avait fait préparer par son frère, Ernest, qu'il avait fait publier. Donc on a ici une vue par lanterne magique des conifères de la préhistoire, parce que Flammarion faisait des conférences à l'école polytechnique populaire, qui était ouverte à un très large public, et venez d'écouter toutes les classes de la société, hein, que ce soit les grandes dames de la société, des gens, des cochers, des paysans, des boulangers, il y avait même des paysans qui venaient d'écouter. Et Flammarion a donc utilisé de manière avant-gardiste les diapositives, donc en fait,
avec une lanterne magique. Et là, on a l'iguanodo et le plésiosaure, comme tout à l'heure, en gros plan. Vous voyez, c'est quand même magnifique que Flammarion ait pensé à faire ça. Là, on a plusieurs vues, vous voyez. Là, on a un paléomastodonte de l'ère tertiaire, ici des mammouths. Parce que Flammarion, lui, ça lui tenait à cœur d'expliquer aux gens, au public, à son public, comment était vraiment la Terre dans la préhistoire, par les découvertes de la science. Et là, c'est deux magnifiques diapos, bon, c'est un peu hors sujet, mais je tenais à vous les montrer. Orion et la Lune, non, la Terre vue de la Lune. Ah, voilà. Et vous voyez, c'est très en avance sur son époque quand même. Ça, c'est Flammarion. Et voilà, maintenant on va finir avec des œuvres, deux artistes qui ont marqué leur époque. Donc Charles Arkwright, qui est un Américain, qui est un passionné de paléontologie, de dinosaures, c'est un anatomiste aussi, il a suivi des cours d'anatomie, et ça lui permet de reconstituer les dinosaures au plus près de ce qu'il pensait être la réalité. Et on a son collègue suisse-allemand, qui lui est à l'opposé sur certaines choses de Knight, et qui suit l'école allemande, que vous allez voir tout à l'heure, qui est dans l'erreur. Alors les Allemands vont mettre beaucoup de temps à reconnaître leur erreur, et ça sera qu'en 1910 que Berlin accepte enfin l'idée que les dinosaures n'ont pas l'ossature de reptiles, mais l'ossature propre aux dinosauriens. Voilà. Et ils ont du mal à l'admettre. Alors voilà les tableaux. Alors là, on a vu tout à l'heure l'iguanodo. Donc voilà. Ici, on a des protocératops. Regardez, c'est superbe. Et on retrouve ces vues dans des livres contemporains. C'est toujours à peu près la même chose. Des protocératops qui couvrent leur œuf. Donc ce sont les premiers cératopsiens, dont les styracosaures, tricératops, taurosaures, etc. seront la lignée. Alors ça, j'adore cette vue. Vous savez en quelle année ça a été peint ? 1897. On est encore au XIXe siècle. Et là, cette vue a été reprise maintes fois. Ça, on la voit encore aujourd'hui dans des documentaires sur la préhistoire. Donc l'erreur totale, le brontosaure broutant la vase et vivant dans l'eau, parce qu'on disait à l'époque qu'il était tellement massif qu'il ne pouvait pas tenir sur la terre ferme, donc il fallait qu'il soit soutenu sous l'eau. Et son alter ego, le diplodocus, qui est un peu plus svelte, qui est derrière, et qui, lui, a la chance d'être sur la terre ferme. Alors cette vision est fausse. Aujourd'hui, on sait que les brontosaures, tyrannosaures, brachiosaures et autres ultrasaurus étaient sur la terre ferme, vivaient en troupeau, étaient capables de courir et de se défendre. Et je vais vous dire un truc tout à l'heure qui va être intéressant. Alors ça, c'est des hadrosaures, ici des anatosaurus. Alors là également, c'est très intéressant, parce qu'on sait aujourd'hui que ces animaux-là, ils avaient... Alors, est-ce des reptiles? Ils ont la même histoire. Alors regardez, ils sont quand même bipèdes et quadrupèdes. Leurs pattes sont bien dans l'axe du corps, non pas comme des reptiles. Et leur bec de canard est très avancé. Vous savez que leurs dents sont disposées comme une râpe à légumes. Ça fait que quand ils prennent de la nourriture, ils râpent directement la nourriture. Et on a découvert, tenez-vous bien, que comme les mammifères, ceux que n'ont pas les reptiles, ils ont des joues, ils ont des bajoux. C'est-à-dire que quand ils mangent, leur nourriture se place dans les joues, et elle est râpée, ils la placent dans les joues, et après ils l'avalent. Donc ça, c'est un trait qui n'existe pas chez les reptiles, ni chez les serpents. Vous voyez? Donc il y a et chez les crocodiles non plus. Donc ces animaux, on ne peut pas dire que ce sont des purs reptiles. Et je pense que Robert Baker me fait ce soir un peu le défenseur, je pense qu'il a raison. Alors ici, c'est encore un anatosaure, avec ici sa queue, vous voyez, un peu plate, ça c'est vrai, elle était à peu près comme ça, d'après ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà. Alors, sauf que là encore, il y a un débat, c'est que est-ce qu'ils étaient vraiment en train de... Est-ce qu'ils étaient des bons nageurs? Est-ce qu'ils étaient capables de prendre la vase comme ça, la nourriture dans la vase, ou est-ce qu'au contraire, ils broutaient les arbres ou la nourriture à terre? Et aujourd'hui, on pense plus qu'ils broutaient. Parce qu'il y a eu un débat aussi, parce qu'on a pensé qu'ils étaient palmés, excusez-moi. Palmés. On va voir ça tout à l'heure avec un autre spécimen. Alors ici, on a toute une faune, les corythosaures, les Parasaurolophus, les Palocincus, Truniominus et le Dontonosaure, les fameux Dontonosaures actuels, dont on voit beaucoup la représentation dans les émissions, dans les documentaires, et lui aujourd'hui est représenté complètement quadrupède. Alors le Parasaurolophus ici, c'est passionnant, parce qu'on pense, comme lui là, le corythosaure, aussi ce sont des hadrosaures, hein, tous, on pense que ce sont des dinosaures qui sont munis d'organes musicaux. C'est-à-dire que lui, par exemple,
c'est une excroissance osseuse qui est comparable à un trombone en musique. Il est double et il est relié à son nez. Et on pense qu'aujourd'hui, ils étaient capables de produire des sons assez tonitruants. Imaginez le son d'un trombone puissance XXL. Alors, est-ce que ça servait pour les parades nuptiales, pour faire peur à différents, différents prédateurs? On ne sait pas très bien. C'est pareil pour le corythosaure. Vous voyez, il a une excroissance osseuse. Et c'est pareil, ils appellent ça des dinosaures claironneurs. Et on va voir que ce n'est pas les seuls claironneurs d'ailleurs de l'époque. Voilà. Et là, bien sûr, un dinosaure cuirassé, hein, comme on connaît aussi, voilà. Comme l'Ankylosaurus, etc. Voilà. Et le Strinomimus, là derrière, qui veut dire, je crois, en latin, ça veut dire, qui ressemble à une autruche, parce qu'on les appelle les autruches dinosauriennes. Voilà. Puisque l'autruche aussi, au fond, l'autruche que nous connaissons tous, est proche aussi d'un dinosaure, c'est très proche. Alors là, ça a été deux mégalosaures qui combattent. C'est la première fois qu'on présente d'une manière dynamique des dinosaures. On le voit toujours de manière pâteau, etc. Là, ils sont dynamiques. Et vous voyez, il y a bien la date de l'heure, là on la voit, 1897. Et donc deux mégalosaures, cette fois-ci représentés d'une manière plus moderne, d'après la compréhension de la paléontologie. Là, on n'est plus avec l'animal grotesque de tout à l'heure, la quadrupède et massif. On a un animal élancé, un terrible prédateur. Et ceci va avoir une grande fortune, regardez, produit dérivé de l'époque, on le vendait en résine, voilà, donc le Megalosaurus ou l'Elaps, voilà, ou Dryptosaurus, voilà. Donc ça, cette reproduction va être vendue aux États-Unis dans les musées, dans les différents musées américains de paléontologie. Alors l'Albertosaurus, là, qui est bien avant le tyrannosaure, et ici on a les Triceratops. Voilà, et regardez bien, c'est moderne, le petit Triceratops avec sa famille, vous voyez. Ça c'est nouveau, puisqu'on pensait avant que les dinosaures étaient incapables d'instinct, que comme c'est des reptiles, et bien une fois qu'ils ont pondu leurs œufs, ben, ils sont bons, les petits, voilà, font leur vie. Et là au contraire, ils représentent le petit qui est protégé par les Triceratops contre l'Albertosaurus. Donc ça c'est aussi nouveau et novateur, c'est des premières représentations de ce type. Donc voilà, là il est représenté, alors là, des études de posture, vous voyez. Il étudie la posture debout, ici penché en avant, prêt à la course, voilà, avec la queue qui sert de balancier, comme dans certains animaux actuels, pareil. Alors ici, c'est le même, non c'est l'Allosaurus qui dévore les restes d'un grand sauropode, sous le regard peut-être de sa femelle, on ne sait pas très bien, voilà. Ils essayent d'imaginer des scènes de l'époque. Voilà, donc là il y avait du quoi manger pendant plusieurs jours. Et là, voilà une étude du stégosaure par Knight. Donc lui comprend que les plaques ne sont pas dans la queue, mais sont sur le dos, et les piquants se placent à la fin sur la queue. Vous voyez, là c'est bon, là, c'est bien représenté, il a bien compris l'anatomie du stégosaure. Il faudra que les Américains, en paléontologie, ont une avance sur l'Europe. Du fait déjà, parce qu'ils étudient, ils ont le mécénat d'Andrew Carnegie, qui est le magnat du fer, de l'acier aux États-Unis, qui est un Écossais d'origine, qui est très riche et qui va financer de très nombreuses campagnes de fouilles dans l'ouest des États-Unis et ouvrir les premiers musées. D'ailleurs, c'est grâce à Carnegie. Vous savez, il y a une histoire, c'est que comment il s'appelait, le prince de Galles, Édouard VII d'Angleterre, futur Édouard VII, demande aux Américains d'avoir un diplodocus dans leur musée. Malheureusement, ils ne trouvent pas d'autres squelettes. Il y a un squelette qui est exposé au Carnegie, au musée, pas au musée Carnegie, au muséum américain, et ils décident de faire des copies parfaites, préfabriquées, et ils vont en offrir dans toute l'Europe, dont notre diplodocus au muséum qui vient de là, qui est une copie du squelette qu'ils avaient trouvé à l'époque. Alors on a ici un affrontement imaginaire entre un cératosaure et un stégosaure. Alors lui, pour le coup, le cératosaure a bien une corne sur la tête, enfin une défense sur la tête, voilà, qui lui servait certainement pour l'attaque. Et là, on voit un stégosaure qui est prêt à riposter, à se défendre. Il faut savoir que la queue ici était terrible et il avait une très grande puissance de frappe, vu les tubes des vertèbres et des muscles qu'il avait. Donc, d'où d'ailleurs la moelle épinière ici, qui permet à ce dinosaure de mouvoir sa queue avec grande puissance.
Donc imaginez, on peut imaginer les piquants qui frappent le ventre ici. Voilà. Mais ça, c'est des combats imaginés. On n'était pas là pour les voir, évidemment. Alors là, un stégosaure vu autrement. Alors cette vue-là a été retenue par erreur, c'est dommage. Dans les années 50 et 60, il y a des jouets pour enfants en Europe qui ont été faits en caoutchouc sur le modèle de celui-là. C'est le même, avec les 4 piquants au lieu de 2, les 4 rangées, et ce côté trapu, sans aucun coup. Alors ça, c'est une erreur. Alors Knight a cherché à représenter encore une autre représentation du stégosaure. Vous voyez, il cherche le bon stégosaure, en quelque sorte, celui qui pourrait se rapprocher le plus de la réalité. Alors là, il le voit vert, voilà. Alors là, ici, on a un troupeau de Diplodocus, voilà, dans l'eau et sur la terre. Donc ici, en troupeau, voilà, là, on comprend à l'époque déjà, grâce aux fossiles qui sont découverts, que ces animaux vivaient effectivement, étaient grégaires, hein, comme étaient les bovins, comme le sont les bovins par exemple. Voilà, ils sont grégaires, c'est certain. Alors ça, c'est très en avance sur son époque, bravo. On voit ici un Diplodocus qui se tient en position tripode pour atteindre la cime. Alors cette position à l'époque elle est dite totalement imaginaire. L'école allemande va d'ailleurs attaquer Knight en disant que ça c'est totalement faux. Alors on en revient, puisque de nos jours, on sait que ces animaux étaient capables effectivement de se dresser comme ça, sans aucun problème, et d'atteindre la cime des arbres, même peut-être pour faire peur à leur agresseur. Voilà. Comme le fait un éléphant peut se dresser comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, cette vue avait été publiée dans Scientific American de juin 1907. On est reprise ici. Que Knight, les hommes de Knight ont beaucoup illustré cette revue américaine sur les avancées de la paléontologie, avec des articles de différents scientifiques. Alors là, on a une vue traditionnelle. Là, voilà le fameux tyrannosaure opposé à un tricératops. Comme dit Baker, on n'est pas sûr de qui va gagner, parce que cet animal-là, alors là, c'est l'équivalent d'un char FT-17 de la guerre de 14. Il pèse 6 à 7 tonnes. Sa collerette est osseuse, il est cuirassé. Il a des cornes qui vont à plus d'1 mètre en avant. Et lui, le tyrannosaure, comme défense, il a quand même sa gueule énorme avec ses fameuses dents de plus de 15 à 20 cm aiguisées comme des poignards. Il a des pattes très puissantes. Alors, s'il lui saute dessus, il s'empaille, c'est certain. Alors, on ne sait même pas si ce type de combat est réaliste. On ne sait pas très bien. Mais on pense que c'était l'adversaire, parce que comme vous le savez, à la fin du Crétacé, les derniers dinosaures qui restaient, il y avait les tricératops, quelques tyrannosaures, quelques hadrosaures, etc. Et après, ce sont les derniers. Donc, est-ce qu'il y a eu des combats comme ça? Oui, en fait, pour Triceratops et T-Rex, Tyrannosaurus Rex, oui, on a des preuves fossiles d'interaction qui a réellement eu lieu. Parce qu'on a en fait une corne de Triceratops qui s'est cassée. Ah, je ne savais pas, d'accord. Et avec des marques de dents de tyrannosaure dessus, et il y a un début de cicatrisation. Ah, passionnant. Ce qui montre que le Triceratops a été attaqué vivant. Soit il a réussi à fuir, soit il a vaincu son adversaire. Ah, très intéressant. Pas trop, voilà. C'est récent comme découverte. Non, c'était au début des années 2000, et il y a un spécimen, c'est l'unique spécimen qui est exposé dans un musée américain, et c'est l'unique preuve d'une confrontation vraiment... Alors c'est très important, d'accord. Des animaux. Alors ça c'est très important, donc la vue que le propose Knight est juste. Oui. Ah ça c'est intéressant, voilà. Alors vous voyez, il y a un côté visionnaire quand même hein, pour cet artiste. Ils sont visionnaires. C'est ça qui est beau par la pensée, on peut arriver à voir des choses. Alors ça c'est l'Agatomas, aussi un cératopsien, et qui a été, je crois, controversé. Alors voilà, il a été pris en tout cas pour le film de Conan Doyle, Le Monde Perdu, de 1925. On le voit ici opposé à Triceratops. Je pense que ça, par contre, ça ne doit pas être vrai. Je ne pense pas qu'ils se soient opposés, c'était des animaux quand même des mêmes familles, et je ne suis même pas certain qu'ils aient vécu aux mêmes époques. Ça, c'est pour le cinéma de l'époque. Vous voyez, là, on appelle ça les dinosaures de carton-pâte. On n'est pas encore à l'image de synthèse. Et ce film, Le Monde Perdu, avait connu un grand succès dans le monde à l'époque, les salles de cinéma. Alors encore d'autres vues, les tricératops avec des hadrosaures à l'arrière-plan, broutant la cime des arbres, là-dessus Knight est pas mal. Alors il faut savoir aussi que cet animal avait donc un bec qui était auto-affûtable, c'est-à-dire que il s'affûtait au fur et à mesure qu'il s'alimentait, et si le bec se cassait, il se régénérait. Voilà, ça c'est quand même puissant point de vue de l'évolution. Comme les dents des dinosauriens qui repoussaient lorsqu'ils les perdaient.
Voilà, j'avais fait un gros plan sur la famille Triceratops, que je trouve assez mignon. Voilà. La petite famille. Là, on a des Styracosaurus, et encore nos fameux Parasaurolophus. Voilà, encore de la famille donc, des Ceratopsiens, donc qui est assez variée en fait. Hein. Et là, on voit bien ici, vous voyez, l'appendice ici, que Baker appelle le trombone, qui est double, était capable de produire des sons pas possibles. Alors en fait, d'après ce que je comprends, les dinosaures ne grognaient pas comme on voit dans les films, dans Jurassic Park, etc., mais on pense qu'ils étaient proches des oiseaux, c'est-à-dire que peut-être ils croissaient, qu'ils avaient des caquettements. Alors je vais vous faire rigoler, mais imaginez un Tyrannosaure Rex dont le son est proche, j'allais dire, l'expression sonore est proche d'un poulet. Vous voyez. Alors, est-ce que ça va faire rire ou ça va faire peur? Voilà. Donc, il y a plusieurs, je crois qu'il y a de nombreux paléontologues aujourd'hui qui disent que si on veut faire des films de fiction qui s'approchent de la réalité, il va falloir changer ça. Il va falloir changer le son. Il ne grognait pas, certainement pas. Et par contre, il devait émettre des sifflements, des croassements, des pépiments, etc. On pense de plus en plus à cela aujourd'hui. Alors, donc, voilà, deux T-Rex au combat, voilà, là, ils se battent entre eux. Alors, la queue est un peu exagérée, là, effectivement, et elle pend trop au sol, puisque là, ça, c'est faux. Si on sait de l'anatomie, aujourd'hui, ça ne peut pas être comme ça. Encore à la même vue, alors, ça, c'est une étude encore de Knight, voyez-vous. Là, il imagine un peu sautant sur lui. Alors, vous voyez les pattes du tyrannosaure. Vous comparez les pattes d'un tyrannosaure et d'un coq, c'est identique, hein, avec les ergots, etc. Sauf que le coq, c'est beaucoup plus petit. Le tyrannosaure, il atteint, je crois, 5 à 6 mètres de haut. Donc c'est quand même quelque chose. Et alors les petites pattes d'avant, je ne sais pas si Ali pourra me le dire, mais les petites pattes devant, je crois que c'est encore aujourd'hui sujet à polémique. Certains disent que ça sert. Elles sont petites, hein, elles sont atrophiées par rapport au corps. Alors certains disent que ça servait peut-être pour comme ça, dans l'amour. Voilà. Certains ont dit que c'était juste des pattes atrophiées qui ne servaient plus à grand chose. Ou alors il s'agrippait à quelque chose, mais à quoi? Voilà. Donc je crois qu'encore aujourd'hui, la question n'est pas tranchée sur ces pattes de tyrannosaures, les fameux T-Rex qui sont popularisés. Alors à notre époque, le T-Rex c'est la vedette, et au 19e, c'était le mégalosaure. Voilà. Donc il a été supplanté, sans oublier les amblodons. Il y a eu les amblodons entre, et maintenant c'est le tyrannosaure. Peut-être au 22e siècle, il y aura autre chose. Il y en a qui pensaient que c'était aussi pour maintenir la femelle pendant l'accouplement. C'est ce que voilà. Voilà, ou à la rigueur même pour gratter certaines parties de la proie quand il est en train de manger. Exactement ça. Et il y en a d'autres aussi qui montraient que voilà, c'était juste une diminution parce que la taille de la tête elle augmentait à chaque fois de l'évolution des tyrannosaures, et les bras se sont en raccourci pour. Oui, c'est tout à fait possible. Hein, ça... Mais comment voilà, il faut attendre les avancées de la science pour en être sûr. Ah oui, alors là, c'est encore une étude, pardon, je l'ai passé vite. Alors là, il imagine... Alors regardez là, par contre, intéressant, c'est l'école allemande. Il a représenté son diplodocus avec les pattes comme un reptile, vous voyez, sous le côté, comme ça, avec le fémur, le genou, typique d'un reptile. Mais ça, après, il ne va pas la garder, cette représentation. Il pense qu'on est dans l'erreur ici, il a raison. Alors là, ça doit être un T-Rex encore, éclairé par le soleil, voilà, magnifique dans son très imposant. Voilà. On dit que c'est le plus grand carnassier qui a jamais existé, le plus grand prédateur terrestre qui a jamais existé. Ça, voilà le pteranodon avec sa crête, mais représenté encore d'une couleur un peu sable comme ça, qui va perdurer pendant longtemps, pendant au moins 50 ans, une cinquantaine d'années. La lichiosaure, voilà, représentée plus correctement, avec sa nageoire caudale, sa nageoire dorsale, voilà, avec enfin un sacré prédateur également des mers. Hein. C'était un animal terrible. Par contre, il y a bien une convergence de forme avec le dauphin. Vous voyez, ça ressemble en fait quand même. Il y a ce qu'on appelle la convergence biologique. Il y a Carl Sagan, l'astronome, qui avait écrit un livre qui s'appelle Les Dragons de l'Éden, dans lequel il explique, il a passé en revue beaucoup de dinosaures qu'il compare avec nos animaux actuels. Et dans les Dragons de l'Éden, il pose la question, avant d'entrer en contact avec une espèce intelligente ailleurs dans l'univers, ne devons-nous pas entrer en contact avec les espèces intelligentes sur la Terre, comme le sont les dauphins, les grands cétacés, et peut-être même d'autres espèces, pourquoi pas les éléphants. Alors c'était très audacieux. Alors là, on a un long cou, voilà. Là c'est un élanosaure, ou dinosaure à coups de cygne, survolé par des ptéranodons et qui se nourrit de poissons. Alors ça, on a trouvé effectivement beaucoup de poissons dans les fossiles, donc on sait leur nourriture plus ou moins.
Et ici, un autre élamosaure avec un cou un peu plus, là, carrément qui se tord, vous voyez, comme ça. C'est intéressant aussi. Donc des vues qui sont magnifiques, hein, ça demande beaucoup de travail. Celle-ci est de 1897, c'est pareil. Il en a fait beaucoup en 97. Et les autres tableaux, c'est 1910, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Elasmosaure. Elasmosaure, exactement. J'ai oublié le S. Elasmosaurus. Autant pour moi. Elasmosaure, tout à fait. Merci. Et là, on a un Tylosaurus, encore un autre prédateur des mers, voilà, qui chasse ici. Donc, des créatures qui feraient pâlir beaucoup de monde aujourd'hui. Le Tylosaure, voilà, une autre représentation avec une Protostega, qui est une tortue marine de l'époque, toujours survolée par d'autres pteranodons. Et voilà les archélons, des tortues marines gigantesques de l'époque, dont on a retrouvé les carapaces, etc., les fossiles. Regardez, vous voyez, avec la taille. À droite, c'est une tortue contemporaine, et les deux à gauche, ce sont des tortues préhistoriques. C'est énorme. Alors, on pense que les dinosaures avaient atteint des tailles gigantes. Enfin, ils n'étaient pas tous grands. Hein. Il y avait par exemple le Microraptor qui était petit comme un faisan. Il y avait plein, Minus, etc. Mais les grands, alors, est-ce que c'était le facteur de l'atmosphère terrestre de l'époque où l'oxygène était très très riche, beaucoup plus riche qu'aujourd'hui? Donc est-ce que ça a pu créer des métabolismes qui ont donné des créatures énormes? C'est une possibilité, je crois, que les paléontologues retiennent. Là, ici, on a des plésiosaures, des ichthyosaures, voilà, un tylosaure à droite qui émerge, voilà, dans les mers fin Jurassique. Et là, le Carcharodon, qui est un énorme requin blanc. Alors, notre requin blanc, à nous, c'est un tout petit à côté. Voilà la taille, en haut, il fait 20 mètres. C'était un squale gigantesque. Et c'est ce squale qui a donné l'idée à Stéphane Spielberg de faire son film Les Dents de la Mer. Voilà. Parce que si cet animal existe, ce squale existait aujourd'hui, ça serait assez terrible. Voilà. Et on en avait découvert une dent à la base, une énorme dent. Et on a pu donc définir sa taille, etc., son poids. Et voilà nos Archaeopteryx, vus par Knight, ici avec un plumage blanc et bleu foncé. Voilà, donc bleu marine. Voilà. Alors maintenant, on va voir l'école allemande, pour comparer. Non, pardon, pas encore. L'ornitholeste, dont on sait qu'il se nourrissait apparemment d'Archaeopteryx, hein, voilà, c'est un prédateur d'Archaeopteryx. Donc il est tout petit l'ornitholeste aussi. Hein. L'ornitholeste, pardon. C'est grand, à peu près, je pense, comme un grand faisan, voilà, pas plus. Donc tous les dinosaures ne sont pas énormes, voilà, contrairement à ceux qu'on croit souvent. Ça, c'est une dernière vue, je crois, de Knight, donc Archaeopteryx, les renforts Arcus dans l'eau, dans les airs. Et maintenant, on va découvrir Heinrich Harder et l'école allemande, avec des œuvres faites entre 1890 et 1910. Alors là, on a un couple super de pteranodons, donc mis à part les petites décorations qu'il lui a mis, c'est assez correct. Voilà, donc c'est très beau. Alors ici, il reprend toujours la même histoire, hein, le mégalodon contre l'iguanodon, la même gravure anglaise qui avait été donc créée au début du XIXe siècle, en 1822. Et là, il n'en démord pas. Bon, c'est comme ça, il y a une filiation en paléoar. Et voilà, alors ça c'est l'affreux, voilà, l'école allemande, le brontosaure teuton, comme le dit Robert Baker, avec voilà. Alors c'est pas bête, puisqu'ils disent que c'est des reptiles. Donc les Allemands, dans leur logique, disent, ils sont comme ça. Mais il y a un problème, c'est que dès l'époque, les Américains leur répliquent, mais votre brontosaure, il faut savoir que le ventre, en réalité, il touche le sol. Pour se déplacer, donc c'est pas facile. Ça veut dire qu'il lui faut une ornière pour se déplacer. Donc ça va pas. Alors, les Allemands, alors cette gravure, on la trouve dans tous les livres de paléontologie germanique, de culture allemande, et même dans nos livres français. Dans les livres français, on retrouve ça à l'époque. Mais c'est une grossière erreur. Voilà. Ici, le stégosaure, voilà, représenté, alors c'est pas trop mal, mais par contre, on lui a mis des petites échancrures sur les plaques osseuses. Alors, est-ce qu'on a découvert ça? Je ne sais pas si on a découvert un fossile comme ça ou pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est un peu plateau son stégosaure, mais c'est pas trop mal quand même. Mais regardez, il a toujours la patte, vous voyez, le fémur qui part sur les côtés, comme un reptile. Donc une démarche très chaloupée, maladroite, etc.
Son iguanodo est un peu mieux. Voilà, l'iguanodo est pas trop mal. Voilà, donc, et notez une chose intéressante, la queue est droite, voilà, elle ne pend pas au sol. Et ça, c'est juste. Parce que les Allemands, même pour eux, à l'époque, ce sont les meilleurs anatomistes en paléontologie. Et donc, là-dessus, ils ne sont pas trop mal. Par contre, pour bien comprendre que la queue de ces dinosaures leur servait de balancer comme certains animaux modernes. Voilà. Ici, on a encore nos hadrosaures et nos anatosaures qui sont en train de boire, ici, ouais. Donc, représentés encore autrement, avec une peau plus reptilienne. On a découvert des fossiles de la peau de dinosaures, on en a trouvé, il y en a de granuleuses, il y en a moins granuleuses, etc. D'où encore l'histoire des reptiles, mais c'est pas si sûr que ça. Alors ça, c'est un Protorosaurus Spinerd. Alors ça, j'ai pas trouvé dans la littérature paléontologique, je ne sais pas si c'est un animal, si c'est une erreur ou pas, ou Ménaxis, ça avait plusieurs noms à l'époque. Voilà, qui est représenté avec un poisson au bord d'une falaise. Ressuscité un Notosaurus, c'est ça un Notosaurus, je ne sais pas. En tout cas, c'est représenté ici. Une très jolie vue de plésiosaure. Alors, l'école allemande aime beaucoup les couchers de soleil, comme ici. Voilà, qu'on retrouve dans l'île de Flammarion, dans la zone populaire version allemande, on voit beaucoup de couchers de soleil comme ça. Donc, c'est un côté un peu romantique. Ici, alors là, on a de très beaux spécimens d'ichthyosaures, voilà, un gros plan sur ses grands yeux. Voilà, donc sautant hors de l'eau. Tylosaures, voilà, ichthyosaures, etc. Donc, voilà. Alors, est-ce que l'auteur a voulu, le créateur de cette toile, est-ce qu'ils s'amusent entre eux, est-ce qu'ils se combattent? Voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est assez joli, il y a beaucoup de couleurs. Vous voyez, là, ils mettent beaucoup plus de couleurs que chez les Américains. Voilà l'Hesperornis encore, ici, avec représenté sur le bord, voilà, le bord de mer. Donc ça, c'est assez correct, je pense. Là, derrière, vous voyez, comme les pingouins, ils sont réunis, sauf que c'est pas la vampire, évidemment. Nos Archéoptérix, superbes, là encore en bord de plage, avec bien entendu la grande libellule, là ici, qui était de ses nourritures principales, apparemment, parce qu'on a retrouvé beaucoup de libellules de l'époque, je crois que c'est des méganeurs, qui sont, comment dire, à côté de ces fossiles. Et voilà, et ici je terminerai avec Flammarion qui regarde d'un air amusé sur l'iguanodon dans la fiche de vente de Le Monde à la création de l'homme, qui était vendu 10 centimes ou 50 francs en fascicules. Vous voyez, il y avait des fascicules qu'on pouvait acheter, ressusciter, dépasserait 5 étagères, on dirait un peu Godzilla. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Bravo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que le 19e siècle, moi je ne suis pas paléontologue, vous l'avez bien compris. Je suis un passionné du 19e et surtout de Camille Flammarion. Moi, juste par rapport à la question de... J'ai lui porter. J'entends pas. Merci. Non, mais je peux y aller. Vous l'avez allé? Oui. Merci pour la conférence. J'aurais juste aimé soulever un point par rapport à la question des reptiles. Parce que les reptiles, oui, c'est des vertébrés tétrapodes, mais qui ont une particularité, c'est qu'en fait, dans leur crâne, il est fenestré. Ils ont une paire de fosses temporales de chaque côté. C'est pour ça qu'on dit que c'est des vertébrés diapsides, les reptiles. Pour être un reptile, un vertébré, il doit avoir ces deux fosses temporales, ou il doit à la rigueur dériver d'un ancêtre qui avait ces deux fosses temporales. Et il doit avoir aussi une quille au niveau de la face ventrale des vertèbres cervicales. Donc quand on a ces deux caractéristiques qui sont quand même assez évidentes pour le grand public, alors l'animal en question est un reptile. Et reptile, ça englobe beaucoup d'animaux qui ont des postures diverses. Il y en a qui ont des postures rampantes, c'est les reptiles qu'on a en tête classiquement comme les crocodiles, les lézards, les caméléons et les iguanes. Et on a aussi des reptiles qui ont des membres érigés. Il y avait des cousins des crocodiliens
qu'on appelle, si tu regardes sur internet, tu tapes Rahuisukiens, tu verras, c'est des crocodiles qui ont des membres totalement érigés. Ah, d'accord. Ils sont vraiment hauts sur pattes. Hein. Oui. Ils ont des membres qu'on dit leur membre, la disposition de leur membre elle est qualifiée de membres érigés en contrefort, en pilier, pardon, alors que les dinosaures et les mammifères, qui eux ne sont pas des diapsides mais des synapsides, ils ont des membres en fait érigés mais en contrefort. Voilà. Donc en fait, la question des reptiles, les dinosaures sont des reptiles. Après, il y a un groupe très vaste qu'on dit les sauropsides pour inclure les oiseaux. Et puisque les oiseaux sont des dinosaures, si on inclut les oiseaux dedans, reptiles, c'est ce qu'on appelle, tu dois le savoir aussi, c'est ce qu'on appelle un groupe monophylétique, un clade. Donc c'est un groupe qui est totalement valide et les dinosaures sont dedans, les oiseaux inclus. Donc tout ça, c'est... J'ai une question à te poser, c'est moi qui va renverser la question de peur. Oui. Je voudrais savoir quelle est ton opinion, justement, Robert Bakker. Oui. Est-ce qu'il fait consensus ou pas? Moi je crois pas, hein, mais est-ce que tu penses, toi, qu'il pourrait avoir eu des dinosaures à sang chaud ou pas? Alors oui, en tout cas, les théropodes, on est sûr qu'ils avaient un haut métabolisme, donc ils étaient à sang chaud. Les théropodes, donc tous les dinosaures carnivores, parce qu'ils avaient beaucoup de particularités que ont les oiseaux. Ils avaient des os creux et des os pneumatisés, donc ils avaient des sacs aériens. Et ça, c'est vraiment le signe qu'on a vraiment un animal avec un métabolisme élevé. Ça va dans le sens de l'animal à sang chaud. Voilà. Par contre, Stégosaurus et les autres dinosaures phytophages, végétariens, eux, on pense qu'ils étaient peut-être intermédiaires, mais on n'a pas encore suffisamment de preuves pour le montrer. Est-ce que c'est faux de dire que les oiseaux sont vraiment des dinosaures mais plus petits? Les oiseaux sont des dinosaures au même titre que nous sommes des primates. Ah, c'est extraordinaire, Oui, c'est ça. fascinant. C'est ça. Donc le petit rouge-gorge qui nous fait coucou, Oui, attention. c'est un dinosaure, oui. Alors, c'est passionnant. Donc, est-ce que vraiment le tyrannosaure, j'ai vu qu'on compare à un coq, mais bon, à cause des pattes surtout. Mais est-ce que tu penses que les dinosauriens, enfin ce type de dinosaure comme le tyrannosaure, pouvait émettre des sons qui sont proches plus des oiseaux que des grognements? Est-ce qu'on le sait ça vraiment? Alors en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le rugissement, c'est typique mammalien, donc c'est typique des carnivores, donc des félins. Oui. Alors, il y a eu des hypothèses qui ont été formulées, mais bien sûr, on n'a pas de preuves fossiles, on n'a pas de preuves matérielles, on n'a pas de déduction logique qui permettent d'aboutir à un résultat, mais on pense que T-Rex pouvait peut-être émettre des sons très graves, même inaudibles pour nous, mais des sons qu'on n'entendrait pas, mais qu'on pourrait ressentir dans notre corps. D'accord. Au niveau de la poitrine et tout, et ça rend la chose effrayante aussi. Ah, c'est passionnant. De même, Bakker dit que les diplodocus et les brachiosaures, qui ont des narines très haut sur la tête, auraient eu peut-être des diverticules. Est-ce qu'ils auraient pu émettre des sons? Il les appelle les dinosaures, donc claironneurs. Il a l'impression qu'ils pouvaient utiliser leurs narines pour émettre des sons, pour faire peut-être peur à des prédateurs, ou peut-être pour communiquer entre eux. Qu'est-ce que tu en penses? Pour Parasaurolophus, oui. Ça c'est avéré. Oui, ça c'est vraiment avéré. Par contre, pour les sauropodes, non, on n'a pas d'attache charnue ou musculaire qui montre qu'ils avaient quelque chose sur la chambre nasale, et surtout leurs narines, elles n'étaient pas en fait depuis le début des années 2000, on le sait. Mais malheureusement, les représentations ne montrent pas assez ça, sauf que vraiment les paléoartistes très sérieux qui sont vraiment en adéquation avec les actuelles données scientifiques, ils représentent maintenant les sauropodes avec des narines au bout du museau. Ils n'étaient pas en fait en haut, ils étaient au bout du museau. C'est comme le varan. Tu parlais du varan de Komodo, le varan de Komodo, il a des très très grandes narines. Il y a des très grandes fosses qui sont les narines externes, osseuses. Mais du vivant de l'animal, les narines sont vraiment situées au bout du museau. Mais ils ont fait ce parallèle. Mais le varan, on est d'accord, c'est pas un dinosaure, c'est un assertilien. Ça n'a rien à voir, oui, c'est un reptile qui fait partie, c'est un diapside aussi, qui fait partie des lépidosaures. Alors que les dinosaures, c'est des archosauromorphes et des archosauriformes même, l'archosauriforme qui est inclus dans le groupe des archosauromorphes. Et même les dinosaures, ils sont cousins des ptérosaures, parce que les ptérosaures ne sont pas des dinosaures. Voilà. Les ichthyosaures non plus, les plésiosaures non plus. Il
dis les dinosaures, c'était des animaux vraiment exclusivement terrestres. Après, si on parle de dinosaures marins, Hesperornis, c'était un dinosaure marin, il y avait des mœurs aquatiques. Voilà, exact. Et actuellement, comme tu disais tout à l'heure, il y a les manchots. Les manchots, Qui voilà, sont différents des pingouins, parce que les pingouins, c'est pas pareil. Sauf que, est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi je suis resté au 18e siècle, comme je suis un passionné de cette époque, est-ce que l'Hesperornis, aujourd'hui, on sait qu'il était vraiment palmé, parce que parce qu'à l'époque, on n'était pas sûr. Hein. Maintenant, oui. Il représente. Moi, je te conseille, si tu veux vraiment voir un super documentaire avec la représentation des dinosaures actuels, historiques, tels que les données scientifiques le montrent, je te conseille Planète préhistorique. Prehistoric Planet en anglais, et il y a aussi La vie sur notre planète. Ah bah, je vais regarder ça. Qui ont été diffusés l'an passé. Il est temps que je me mette au 21e siècle. Oui. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, pour Flammarion, vous serez tous d'accord. Moi, je pense que Flammarion, c'est remarquable. Il est quand même en avance sur son époque. Il ose dire les choses qui vont le mettre à mal avec d'autres scientifiques, etc. Et moi, je trouve qu'il est courageux, notre Flammarion, de pouvoir écrire ce livre qui a été quand même, à l'époque, donc sa meilleure vente après l'astronomie populaire. Et vous voyez, il a failli être paléontologue, en fait. Mais il était... excusez-moi, voilà. Et l'astronomie l'a appelé, bien entendu, mais voilà. Flammarion est un personnage tout à fait fascinant, qui a des côtés, en même temps, ombre et lumière, puisqu'il s'intéressait à des domaines des parasciences, autant que de la science, hein, voilà. Et alors, si vous avez des questions aussi sur Flammarion, n'hésitez pas, il se livre, j'aimerais pouvoir répondre aussi à des questions sur Flammarion, si vous en avez à l'époque, avec la paléontologie. Voilà. Donc en fait, la question des reptiles, les dinosaures sont des reptiles. Après, il y a un groupe très vaste, on dit les sauropsides, pour inclure les oiseaux. Et puisque les oiseaux sont des dinosaures, si on inclut les oiseaux dedans, reptiles, c'est ce qu'on appelle, tu dois le savoir aussi, c'est ce qu'on appelle un groupe monophylétique, un clade. Donc c'est un groupe qui est totalement valide, et les dinosaures sont dedans, les oiseaux inclus, donc tout ça c'est... J'ai une question à te poser, c'est moi qui va remercier la question. Oui. Je voudrais savoir quelle est ton opinion, justement, Robert Bakker. Oui. Est-ce qu'il fait consensus ou pas? Moi je crois pas, hein, mais est-ce que tu penses, toi, qu'il pourrait avoir eu des dinosaures à Sancho ou pas? Alors oui, en tout cas, les théropodes, on est sûr qu'ils avaient un haut métabolisme, donc ils étaient à sang chaud. Les théropodes, donc tous les dinosaures carnivores, parce qu'ils avaient beaucoup de particularités que ont les oiseaux. Ils avaient des os creux et des os pneumatisés, donc ils avaient des sacs aériens. Et ça, c'est vraiment le signe qu'on a vraiment un animal avec un métabolisme élevé. Ça va dans le sens de l'animal à sang chaud. Voilà. Par contre, Stégosaurus et les autres dinosaures phytophages, végétariens, eux, on pense qu'ils étaient peut-être intermédiaires, mais on n'a pas encore suffisamment de preuves pour le montrer. Est-ce que c'est faux de dire que les oiseaux sont vraiment des dinosaures mais plus petits? Les oiseaux sont des dinosaures au même titre que nous sommes des primates. Ah, c'est extraordinaire, oui, c'est ça, fascinant. C'est ça. Donc le petit rouge-gorge qui nous fait coucou, attention. Oui, c'est un dinosaure, oui. Alors, c'est passionnant. Donc, est-ce que vraiment le tyrannosaure, j'ai lu qu'on compare à un coq, mais bon, à cause des pattes surtout. Mais est-ce que tu penses que les dinosauriens, enfin ce type de dinosaure comme le tyrannosaure, pouvait émettre des sons qui sont proches plus des oiseaux que des grognements? Est-ce qu'on le sait ça? Alors en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le rugissement, c'est typique mammalien, donc c'est typique des carnivores, donc des félins. Oui. Alors, il y a eu des hypothèses qui ont été formulées, mais bien sûr, on n'a pas de preuves fossiles, on n'a pas de preuves matérielles, on n'a pas de déduction logique qui permet d'aboutir à un résultat, mais on pense que T-Rex pouvait peut-être émettre des sons très graves, même inaudibles pour nous, mais des sons qu'on n'entendrait pas, mais qu'on pourrait ressentir dans notre corps. D'accord. Au niveau de la poitrine et tout, et ça rend la chose effrayante aussi. Ah, c'est passionnant. De même, Bakker dit que les diplodocus et les brachiosaures, qui ont des narines très haut sur la tête, auraient eu peut-être des diverticules. Est-ce qu'ils auraient pu émettre des sons? Il les appelle les dinosaures, donc claironneurs. Il a l'impression qu'ils pouvaient utiliser leurs narines pour émettre des sons, pour faire peut-être peur à des prédateurs, ou peut-être pour communiquer entre eux. Qu'est-ce que tu en penses? Pour Parasaurolophus, oui,
Oui. Tout à l'heure, Ah, ça, à c'est propos avéré, des sons, voilà. oui, ça Ah, c'est vraiment avéré. Oui. Par contre, pour les sauropodes, non, on n'a pas d'attache charnue ou musculaire qui montre qu'ils avaient quelque chose sur D'accord. la chambre nasale, et surtout leurs narines, elles n'étaient pas en fait depuis le début des années 2000, on le sait, Oui. mais malheureusement les représentations ne montrent pas assez ça, sauf que vraiment les paléo-artistes très sérieux qui sont vraiment en adéquation avec les actuelles données scientifiques, ils représentent maintenant les sauropodes avec des narines au bout du museau. Ils n'étaient pas en fait en haut, ils étaient D'accord. au bout du museau. D'accord, oui. C'est comme le varan, tu parlais du varan de Komodo, le varan de Komodo, il a des très très grandes narines. Hein. Il D'accord. y a des très grandes fosses qui sont les narines externes, osseuses. Mais du vivant de l'animal, les narines sont vraiment situées au bout du museau. Mais, Ils ont fait ce parallèle. mais le varan, on est d'accord, c'est pas un dinosaure, c'est un assertilien. Ça n'a rien à voir, oui, c'est un reptile qui fait partie, c'est un diapsidocien qui fait partie des lépidosaures. Alors que les dinosaures, c'est des archosauromorphes et des archosauriformes même, l'archosauriforme qui est inclus dans le groupe des archosauromorphes. Et même les dinosaures, ils sont cousins des ptérosaures, parce que les ptérosaures ne sont pas des dinosaures. Voilà. Les ichthyosaures non plus, les plésiosaures non plus. Les dinosaures, c'était des animaux vraiment exclusivement terrestres. Après, si on parle de dinosaures marins, les dinosaures marins, Hesperornis, c'était un dinosaure marin, qui avait des mœurs aquatiques. Voilà, exact. Et actuellement, comme tu disais tout à l'heure, il y a les manchots. Les manchots, qui sont différents des pingouins, parce que les pingouins, c'est pas pareil. Sauf que, est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi je suis resté au 19e siècle, comme je suis un passionné de cette époque, est-ce que l'Hesperornis, aujourd'hui, on sait qu'il était vraiment palmé? Parce que parce qu'à l'époque, on n'était pas sûr. Hein. Maintenant, oui. Il représente. Moi, je te conseille, si tu veux vraiment voir un super documentaire avec la représentation des dinosaures actuels, telles que les données scientifiques le montrent, je te conseille Planète préhistorique. Prehistoric Planet en anglais, et il y a aussi La vie sur notre planète. Ah bah, je regardais ça. Qui ont été diffusés l'an passé. Il est temps que je me mette au 21e siècle. Oui. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, pour Flammarion, vous serez tous d'accord. Moi, je pense que Flammarion, c'est remarquable. Il est quand même en avance sur son époque. Il ose dire des choses qui vont le mettre à mal avec d'autres scientifiques, etc. Moi, je trouve qu'il est courageux, notre Flammarion, de pouvoir écrire ce livre qui a été quand même, à l'époque, donc sa meilleure vente après l'astronomie populaire. Et vous voyez, il a failli être paléontologue, en fait. Mais il était... excusez-moi, voilà. Et l'astronomie l'a appelé, bien entendu, mais voilà. Flammarion est un personnage tout à fait fascinant, qui a des côtés, en même temps, ombre et lumière, puisqu'il s'intéressait à des domaines des parasciences, autant que de la science, hein, voilà. Et alors, si vous avez des questions aussi sur Flammarion, n'hésitez pas, il se livre. J'aimerais pouvoir répondre aussi à des questions sur Camille Flammarion, si vous en avez à l'époque, avec la paléontologie.